Merci d'être venus aussi nombreux là pour cette conférence sur l'archéologie en Brière. Alors c'est une conférence qu'on organise dans le cadre de la fête de l'eau qui a lieu ce week-end. Donc la fête de l'eau, c'est un événement qui est co-organisé par le Parc naturel régional de Brière et le SBVB, donc syndicat du bassin versant du Brivet. Ce week-end, il y aura tout un ensemble d'animations autour de la thématique de l'eau. Et du coup, l'événement majeur sera demain. Les événements auront lieu sur le site de l'allée du Brivel, donc juste à côté du bourg de Pontchâteau. Et donc, on vous invite à venir vous y rendre. C'est entre 10h et 18h, donc il y aura plein d'animations, des événements, tout un ensemble d'artisans, d'acteurs locaux, de producteurs. Et donc voilà, on vous propose une belle journée d'animation, voilà, dans la continuité de cette soirée. Donc voilà, cette soirée fait office d'introduction du coup à cet événement. Et donc on a l'honneur d'accueillir donc Yann Lejeune qui travaille au département et qui est géoarchéologue. Qui va vous parler du coup de l'histoire archéologique de la Brière, euh, en remontant à des temps immémoriaux, mais aussi sur des temps plus récents. Et son travail qu'il a réalisé, son travail de diagnostic archéologique avec son équipe, en lien du coup avec les travaux menés par le SBVB dans les marais. Et donc cette conférence va se dérouler en deux temps. Donc il y aura la présentation de Yann Lejeune, donc voilà, une heure et quart, un peu plus peut-être. Toutes les interrogations, les questions que vous voudrez poser à ce moment-là, je vous invite à vous les noter. Et puis il y aura un temps pour les questions après, pour lesquelles du coup Yann pourra répondre en détail et vous apporter tous les compléments d'information que vous avez besoin. Voilà sur tout ce que j'avais à dire, il me semble, si j'ai rien oublié. Je vais passer la parole à Yann. Et puis, si j'ai d'autres informations à vous passer, je prendrai le temps de vous le dire après. Voilà, je te laisse la parole, Yann. Merci Albin. Bonsoir, merci à toutes et tous d'être venus. C'est impressionnant d'être aussi. Ça intéresse autant de monde. Donc voilà, je vais vous présenter où on en est dans nos recherches sur l'archéologie et l'histoire de l'environnement en Brière. Alors, comme l'a dit Albin, moi je suis géoarchéologue, donc c'est une variété très spéciale d'archéologue, puisqu'en fait, moi je travaille pas sur une chronologie en particulier. Vous savez, en archéologie, souvent les gens ils sont spécialisés sur le gallo-romain, spécialisés sur les châteaux du Moyen-Âge, etc. Moi, absolument pas. Moi, je travaille sur depuis à peu près depuis qu'il y a des humains, donc ça fait quelques millions d'années quand même. Et je travaille plutôt sur les relations entre les humains et leur environnement dans le temps. Comment les humains se sont adaptés aux changements d'environnement et de climat, et comment aussi ils ont modifié leur environnement à partir du moment où ils sont devenus sédentaires et agriculteurs, etc. Donc c'est une spécialité qui est assez rare, qui est encore un peu confidentielle en France. On doit être une petite douzaine en France. Donc là, en fait, sur les travaux sur la Brière, ils sont très très géoarchéologiques parce ils ont attrait avec toutes les chronologies et ils sont vraiment centrés sur des problématiques qui existent encore maintenant en Brière, qui sont les problématiques de relations entre les humains qui vivent en Brière et autour de la Brière et comment ils s'adaptent ou pas au changement en fait de cet environnement. C'est une thématique qui est très très générale dans notre société en ce moment, mais la Brière c'est un bon exemple en fait pour plein de choses par rapport à ça. Donc, comme l'a dit Albin, gardez vos questions. C'est bien, mais vous êtes trop nombreux pour qu'on fasse des échanges en continu pendant la communication. Donc, donc, on va faire comme ça. Donc, ce que je vous présente, évidemment, c'est moi qui le présente, mais là, je vous ai mis plein de noms en dessous. Alors, en fait, parce que effectivement, c'est un travail de collaboration avec plein de collègues du service d'archéologie de Loire-Atlantique, donc un service de grand patrimoine de Loire-Atlantique, donc du département. On est basé à Nantes et on intervient sur tout le département du 44. Mais il y a aussi plein de chercheurs avec qui on travaille et avec qui on est en train de monter un projet collectif de recherche qui va donner suite aux travaux qu'on a commencés en Brière. Ça, je vais vous le présenter à la suite.
Donc c'est parti. Alors tout d'abord, vous allez voir, au début, je vais faire un peu une mise en contexte pour replacer la Brière d'un point de vue géographique, d'un point de vue géologique, vous donner quelques repères dans le temps aussi, qui vont vous servir après pour mieux comprendre, j'espère, ce que je vais vous raconter. Juste une petite, je vais faire un tout petit sondage parce que, en fait, des conférences, j'en fais chaque année depuis 5 ans. Et j'aurais voulu savoir, ceux qui en avaient déjà vu au moins une, s'ils peuvent lever la main. D'accord, ça va. Parce que il n'y en a pas trop, donc c'est très bien. Parce que j'avais peur qu'il y ait beaucoup de redites, en fait, parce que sinon, c'est pas très sympa. Ok, ben c'est parti. Alors, donc voilà, là, ça, c'était pour vous replacer. Alors, oui, bon, désolé, je me suis trompé de. Ça, c'est celle qui est en anglais. Alors, ça veut dire marais de Brière en anglais. Donc, ça, c'était pour vous replacer d'un point de vue topographique, d'un point de vue très, très général, par rapport au relief que vous avez autour et par rapport au département de Loire-Atlantique. Alors, pourquoi je vous ai placé ça ici avec le golfe du Morbihan, la Brière et le lac de Grandlieu? Parce que ce sont 3 bassins qui sont alignés le long d'un système de failles qu'on appelle le cisaillement sud-armoricain, qui correspond aussi à quelque chose que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le sillon de Bretagne. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Alors le sillon de Bretagne, c'est pas, souvent les gens confondent avec la faille. Le sillon de Bretagne, c'est pas la faille, c'est ce relief-là. D'accord? Pontchâteau est ici, là, juste avec le Brivet qui passe là. Donc en fait, le long de cette faille, vous connaissez un peu la tectonique des plaques, les plaques qui bougent, les failles, les montagnes, tout ça. Bon, bah, il y a aussi des endroits, quand on a des failles qui bougent, bah, on peut avoir des effondrements, et quand on a des effondrements, ça fait des petits bassins. Et là, on a 3 bassins qui sont alignés, le golfe du Morbihan, donc qui est toujours connecté à la mer, le lac de Grandlieu ici, avec une connexion aussi à la mer, mais qui est plus complexe en fait. Et puis la Brière, comme on va le voir, qui a été connectée à la mer, mais qui ne l'est plus, actuellement. Et par ailleurs, je vous ai mis aussi, alors je me trompe c'est ça, ici. Ça, c'est la dérive littorale, c'est-à-dire qu'en fait, les courants vont principalement dans ce sens-là, actuellement, ce qui fait que les sédiments, vous savez, une rivière, ça transporte des sédiments. Les sédiments qui sont transportés par la Loire, ils vont principalement vers le sud, et notamment, ils se déposent par là. Ce que vous avez ici, tous ces marais-là, ils proviennent en fait des sédiments de la Loire qui sont arrivés par là. Bref, voilà, ça c'était pour un petit peu pour déjà vous positionner par rapport aux autres bassins qui existent dans le coin, parce qu'on fera référence notamment au golfe du Morbihan tout à l'heure. Donc là, la géologie, avec donc on retrouve nos 3 bassins, une géologie très très simplifiée. Hein. S'il y a des géologues dans la salle, désolé, mais voilà, c'est très simplifié. Donc vous avez Nantes, et donc vous voyez tous ces systèmes de failles qui donnent leur forme à la Bretagne, en fait. C'est ça qui donne sa jolie forme élancée à la Bretagne vers l'ouest. C'est tous ces systèmes de failles, et la Brière, c'est un des bassins, en fait, on pourrait dire d'effondrement, le long, en fait, de ce système de failles. Alors, pas besoin de lire ça, je vais vous commenter, hein. N'ayez pas peur. Il y aura pas mal d'images comme ça où il ne faut pas lire les légendes, d'accord? Parce que j'ai pas eu le temps de vous faire des choses voilà, plus simples. Mais là, vous avez la Brière, je pense que vous repérez assez facilement, Pontchâteau. Là, vous retrouvez le système de failles dont on parlait. D'ailleurs, c'est ce système de failles et sa manière d'être actif encore actuellement qui fait qu'on est dans une zone sismique. Je ne sais pas si vous, ici, vous avez déjà ressenti des séismes. Bon, moi, à la base, je suis géologue, j'ai jamais ressenti de séisme, j'aimerais bien. mais je crois qu'ils sont assez légers, en fait, à Pontchâteau, ça va. C'est pas énorme. Mais malgré tout, c'est une zone sismique active. Donc, et elle est active à cause de ce système de failles, ce qui fait que ce système de failles, bah, il n'est pas considéré comme mort. C'est encore une faille active. Et d'ailleurs, il y a, s'il y a des géologues dans la salle, il y a un programme financé par l'Agence nationale de la recherche, qu'on appelle une ANR, qui démarre en janvier prochain et qui va travailler notamment sur la compréhension de combien ça bouge en fait. Parce que ces failles bougent, mais on ne sait pas de combien. Ouais, donc ça, c'est important pour comprendre notamment ce qui se passe et comprendre un petit peu mieux le risque. Enfin, voilà. Sachez juste que ces problèmes de failles, donc, qui sont très très liés à Pontchâteau, au secteur, au bassin, donc que ce soit le golfe du Morbihan, la Brière ou le lac de Grandlieu, et tout le secteur, ce sont pas du tout des choses qu'on a bien compris, pas du tout. Ça fait partie aussi des axes de recherche encore aujourd'hui.
Oui, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que donc, ce que vous avez en marron, ça vient des données géologiques. Donc c'est tout ce qui va être lié à, ici, de la tourbe et des argiles. C'est ça qu'on trouve dans la carte géologique. Et ici, sinon, en violet, vous avez des remblais soi-disant industriels. Et en vert, sinon, ce que vous avez, notamment en vert foncé, c'est ce qui correspond à des terrasses anciennes, donc des dépôts qui, eux, pourraient être beaucoup, beaucoup plus anciens que la Brière, mais on va y revenir. Voilà, ça c'est la même chose, la Brière, mais vue en 3D depuis le sud. Je pense que vous repérez, ici vous avez le Saint-Nazaire qui est là, avec ici donc les remblais, et puis tous ces systèmes en fait d'îles. Alors ça, ce sont des roches qui sont assez anciennes, hein, qu'on appelle des migmatites, ce sont des roches qui sont liées à ce système de faille. C'est un petit peu comme un granit qu'on aurait plissé dans une faille. Donc ça nous fait une sorte de granit très très fin qui pourrait ressembler à un schiste, pour ceux qui connaissent, ou à un gneiss, mais c'est vraiment un système qui est lié à ce système de faille qu'on retrouve ici, là. Puisque Pont-Château, nous, on doit être quelque part par là, je pense, actuellement. Donc là, on retrouve la Brière, avec donc en vert clair, bah, les endroits où on est censé avoir de la tourbe ou des argiles. Et puis donc, on voit tous ces blocs en fait, de roches plus anciens, qui sont des roches d'ailleurs qui datent du Briovérien, donc c'est très très vieux, ça a plus de 500 millions d'années. Alors que les tourbes, comme on va le voir, qu'on va trouver à l'intérieur de la Brière, sont beaucoup plus récentes et ont moins de 8000 ans. Voilà. Juste pour vous dire aussi, là je vous ai mis ça en géologie, mais toutes ces données-là, si vous vous y intéressez, vous pouvez toutes les trouver sur Internet, sur un site qui s'appelle Infoterre, c'est un site du BRGM. Où vous pouvez interroger l'endroit où vous vivez, avoir les informations. C'est assez simple à utiliser. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Il y a beaucoup de ressources sur ce site du BRGM. Donc, on revient un petit peu sur notre système de failles. Donc ici, vous retrouvez le sillon de Bretagne, le bassin de Cambon, que connaît bien le SBVB, puisqu'il gère aussi cet espace-là, la Brière. Et là, vous voyez en fait une autre structure, les coteaux de Guérande, que vous connaissez peut-être. Vous savez, à Guérande, à un moment, ça plonge très franchement vers les marais. Et en fait, ce que vous avez là, c'est la succession depuis la mer. Ici, si on part de la mer, on a d'abord les petites falaises du Croisic, après on a le marais de Guérande, les petites falaises du Coteau, la pente vers la Brière, les falaises, on va dire, enfin le coteau de Pont-Château, le bassin de Cambon. Et ça correspond à ce que vous voyez en bas. Ici, c'est la mer. Et vous voyez qu'en fait, ce sont des successions de blocs qui pivotent le long de cette faille. Et c'est ça qui crée en fait tous les reliefs que vous avez ici. Et c'est ça qui est à l'origine de la Brière. S'il n'y avait pas ce système de faille, on n'aurait pas ces blocs et on n'aurait pas la Brière. Comme je vous disais, bon alors ça c'est très joli, hein. Évidemment c'est beaucoup plus compliqué en vrai, hein. Ça c'est pour simplifier. En fait on ne sait pas exactement où sont les failles, on ne sait pas de combien elles bougent et on ne sait pas quand est-ce qu'elles ont bougé. Ça fait partie des recherches qu'on peut mener. Voilà ce que je voulais dire sur ce schéma-là, donc le système de blocs qui pivote le long de ce cisaillement sud-armoricain. Quelques petits repères chronologiques. Alors ça, c'est l'histoire de notre planète, donc ça commence à peu près il y a 4,5 milliards d'années. 1 milliard d'années après, à peu près, on a la première apparition de la vie. Les roches que vous avez ici, elles sont super anciennes, puisqu'on est au-delà de 500 millions d'années. Donc à l'époque, là je parle des migmatites, hein, ce qui forme les roches, qui forment les îles et tout le secteur, sont des roches qui sont très très vieilles. Alors, ce ne sont pas les plus vieilles qu'on peut trouver en France, mais pas loin quand même. Et à une époque où on avait la vie, mais c'était des choses vraiment qui étaient très très légères et uniquement dans l'eau. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas d'animaux sur terre, il n'y avait pas de plantes terrestres, tout se passait dans l'eau et c'était des tout petites choses. Évidemment, dans les roches que vous avez ici, vous ne pourrez pas trouver de fossiles de ça, c'est très très rare. Mais c'était pour vous donner un peu une idée de ce temps qui est vraiment très très lointain qu'on a ici. Donc, ensuite, bah, il se passe ce qui se passe, voilà, à peu près autour de 400 millions d'années, ça sort, on a les plantes, et puis après on va avoir les fameux dinosaures. Hop, les dinosaures c'est fini, il y a 65 millions d'années. Ensuite on rentre dans ce qu'on appelle le tertiaire, une phase pas très ancienne au final. Et puis surtout à la fin, ce qui va nous intéresser, le quaternaire. Donc le quaternaire, c'est surtout les derniers, on va dire, 2-3 millions d'années. D'accord ? Et ça correspond à la période où on a des humains ou des choses qui ressemblent vaguement aux humains. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Toumaï, enfin certains peut-être, ça peut être autour de 5-6 millions d'années, on peut tirer un peu avant, mais globalement, voilà. Et nous, étant donné qu'en archéologie, on ne s'intéresse pas aux dinosaures, mais aux humains,
Je le rappelle, hein, ça ne sert à rien de me poser des questions sur les dinosaures. Sur les humains, vous pouvez y aller, mais les dinosaures, vous voyez, c'est bien avant. Et il n'y avait pas de dinosaures avec les humains. Par contre, il y avait des mammouths et d'autres créatures un peu bizarres. Mais donc en archéologie, à partir du moment où il y a des humains, on peut faire de l'archéologie. D'accord. Et aussi, le quaternaire, ça correspond à une période qui, d'un point de vue climatique, est très différente des périodes avant, notamment de la période tertiaire qui était assez chaude. Le quaternaire, c'est une période qui est marquée vraiment par le froid. Donc le quaternaire, ça commence comme ça. Je vous ai mis une frise chronologique en bas qui est très bien faite, que vous pouvez trouver sur le site de l'INRAP, donc l'Institut national de recherche en archéologie préventive. Donc le quaternaire, ça commence par ce qu'on appelle la préhistoire. La préhistoire, c'est très très long. Vous voyez, ça commence ici, il y a 2 millions d'années, et ça se termine 2300 ans avant Jésus-Christ. La préhistoire, c'est long. Donc il y a paléolithique inférieur, paléolithique moyen, mésolithique, néolithique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui est paléolithique, ça se passe pendant des périodes froides, et tout ce qui est paléolithique moyen et paléolithique inférieur, c'est-à-dire à partir de 40 000 ans et avant, et ben en fait, dans ces périodes-là, on n'a pas seulement notre espèce. A priori, dans la salle, on est tous des homo sapiens. Mais il faut bien savoir qu'il y a seulement 40 000 ans, vous voyez, on avait plein d'autres espèces d'humains qui vivaient sur notre planète. Notamment en Europe, là où même à Pontchâteau, enfin ici, on avait en fait notamment des Néandertaliens, certains d'entre vous connaissent peut-être, donc qui étaient là avant que nous, on sorte d'Afrique. Et donc, on a cohabité avec d'autres espèces. Alors, pourquoi je vous parle des Néandertaliens? Parce qu'on va y revenir plus tard par rapport à la Brière, vous verrez. Mais voilà, donc tout ça, c'est la préhistoire. Et puis après, à partir du moment où on arrive dans le néolithique, on va en reparler. Là, on va avoir tout ce qui est lié à les dolmens, les menhirs, le fait qu'on devienne sédentaire, qu'on fasse de l'agriculture, etc. Je vais avancer. Donc, comme je vous disais, le quaternaire, il fait froid. Alors là, je vous ai mis une courbe qui est la courbe qui a été faite en Antarctique sur des carottages de glace. Vous savez, on fait des carottages de glace et on récupère dans des petites bulles d'air qui nous permettent de connaître la composition de l'air dans le temps. Donc plus c'est profond, plus c'est ancien. On est remonté à 800 000 ans. Et il y a un carottage de glace qui a été fait cette année qui est remonté à 1 million, mais les données ne sont pas encore disponibles. Donc ça nous permet d'avoir une idée de comment la température a évolué en moyenne sur notre planète. Donc là, la température moyenne actuelle, elle est mise à 0, d'accord? Et vous voyez, nous on est ici, à 0 donc, et ça fait à peu près 10 000 ans qu'il fait beau et qu'il fait chaud. Avant ça, vous voyez, il y a eu une période froide, que j'ai mis en bleu, qui a duré à peu près 100 000 ans. Avant, il y a eu une période chaude qui était plus chaude que la période qu'on a maintenant, et qui était à peu près à 4 degrés plus chaude que maintenant. Ok? Avant, vous avez eu une période froide, des petites périodes chaudes. Vous voyez le principe? Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on n'est pas loin de la mer, et évidemment, quand on a une période chaude, bah, les glaces, elles fondent, et la mer, elle monte. Et quand on a une période froide, bah, il y a beaucoup de glace qui est stockée, et le niveau de la mer baisse. Et donc ça va être très très important pour des secteurs comme le golfe du Morbihan, ou la Brière, ou la Loire, parce qu'évidemment, si on est en période chaude, on va avoir beaucoup d'eau, de l'eau qui est haute, c'est le cas actuellement, mais la plupart du temps, vous voyez sur la durée, la plupart du temps, il fait froid. Depuis 2 millions d'années, la plupart du temps, c'est comme dans le dessin animé L'Âge de glace, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'il fait froid, il y a des mammouths, tout est congelé partout. Ça, c'est la norme, d'accord? Et nous, ça fait 10 000 ans qu'on vit dans une anomalie climatique qui se répète à peu près tous les 100 000 ans. Okay. Donc, on reviendra un petit peu sur ces principes-là. Gardez bien en tête, donc on appelle ça une période glaciaire, ce qui est bleu, et ce qui est orange, on appelle ça une période interglaciaire, parce que c'est petit et c'est au milieu d'une période froide. Donc ça, nous, on est dans un interglaciaire qui s'appelle l'Holocène, et l'interglaciaire précédent, il s'appelait l'Éhémien. Voilà. Alors, la topographie actuelle de la Brière. Donc là, je vous ai fait des figures en 3 dimensions. On va s'en servir et puis naviguer un petit peu dans le temps pour que vous vous repériez. Donc nous, on est là, à Pontchâteau. Enfin, tout ça, je pense que vous vous repérez, là, ça va. Alors, j'ai mis aussi l'hydrographie. Alors, c'est pas seulement pour faire plaisir au SBVB, mais
parce que ça donne un peu une idée aussi de comment tout ça s'est drainé, en fait. Et comment tout ça finit, par exemple, au niveau du bassin de Cambon, bah, comment tout ça finit dans le lavabo de la Brière, avant de ressortir, bon, il part ici pour le Brivet, et puis il y a d'autres sorties aussi par là. Mais tout ça, ça a été très très aménagé, hein. Là, ce que vous avez, c'est l'hydrographie actuelle. Donc, quand vous êtes en Brière, vous doutez bien que les grands traits, là, ce sont les canaux qui ont été faits par l'homme et que c'est pas du tout naturel comme cours d'eau. Alors, voilà à quoi ça ressemblait il y a 130 000 ans. Donc là, on est à l'interglaciaire d'avant. Vous vous rappelez les Hémiens? Je vous ai dit, c'est 4 degrés de plus. 4 degrés de plus, ça veut dire que la mer, elle est plus haute. Donc la mer plus haute, alors ce que je vous ai mis là, c'est le copain néandertalien. Et donc, il y a 130 000 ans, la Brière, elle fait juste partie de l'estuaire de la Loire, hein. Et ça dépose quoi? Ça dépose des argiles bleues, de la vase, en fait, comme vous pouvez voir à marée basse, si vous allez à Saint-Nazaire, vous verrez plein de vases. Faut imaginer que c'est aussi ça. Alors là, je vous ai mis un niveau marée haute, mais vous avez un niveau marée basse, et ici, on a un marnage qui fait quelques mètres quand même, donc qui est assez important. C'est ça qui permet notamment le dépôt de la vase. Alors, ça vous donne aussi une idée un petit peu, là on retrouve un petit peu la structure que je vous donnais tout à l'heure avec les coteaux, vous vous rappelez, le coteau depuis le Croisic, etc. Voilà le Croisic, d'accord. Ça, c'est les... Bon, là, il n'y a pas de marais de Guérande, évidemment. Ça, c'est la Turballe, la Guérande, c'est là, avec les coteaux. Donc là, c'est la mer, hein, il n'y a pas de problème. Et là, la question se pose, c'est est-ce que ça, c'était connecté ou pas au reste? Ça, c'est une structure qui est très particulière, hein, parce que ça fait une sorte de presqu'île, puisque vous n'avez pas... Saint-Nazaire, c'est un cul-de-sac ici, hein. Okay, vous ne pouvez pas traverser là. Ça, c'est quelque chose qui va durer assez longtemps, donc on en reparlera. Donc voilà, il y a 130 000 ans, on est au paléolithique moyen, notre espèce n'est pas encore sortie d'Afrique, et donc c'est l'homme de Néandertal, en fait, qui est ici, qui vit en chasseur-cueilleur, donc ce sont des petits groupes. Pour vous donner aussi une idée, parce qu'on va parler démographie rapidement après, on estime qu'à l'époque, il y avait peut-être quelques dizaines de milliers d'hommes de Néandertal en Europe, pour vous donner une idée de la population, hein. On n'est pas du tout dans les populations qu'on peut avoir actuellement avec notre espèce à nous, c'est un autre système. Alors ensuite, après la période chaude, il y a eu une période froide, et il y a 25 000 ans, c'était le maximum du froid, on est au paléolithique supérieur, là c'est avec notre espèce, et comme il fait très froid, le niveau de la mer, il est à 130 mètres plus bas. Et 130 mètres plus bas, ça donne une calotte de glace qui couvre tout le nord de l'Europe. Il n'y a pas de Manche, d'accord? Vous allez à pied en Angleterre. Et la Seine, elle se jette par ici, là, au sud de l'Irlande à peu près. Et donc vous voyez que nous, en Brière, on est quelque part par là, en fait, la mer, c'est loin. En fait. On n'a pas la mer. Parce que 130 mètres, c'est beaucoup. On a encore actuellement, de temps en temps, des chalutiers qui remontent des eaux de mammouth, qui, à l'époque, étaient chez eux et montaient tranquillement dans la plaine qui se trouve là. D'accord, c'est pour un peu vous projeter dans le temps par rapport à ces environnements-là. Donc évidemment, ce genre de modification, ça nous paraît radical, mais c'est parce qu'on est des humains, qu'on ne vit pas longtemps. Donc pour nous, l'environnement, il a toujours été pareil, alors qu'en fait, il change tout le temps, l'environnement. Le climat a tout le temps changé. Et notamment, pendant les périodes glaciaires, le climat changeait beaucoup. Donc, moins 25, il y a 25 000 ans, voilà, il n'y a pas, la Brière, il n'y a pas de marais, il n'y a pas la mer. Ça devait donner quelque chose comme ça. Alors, j'ai pas pu faire mieux parce que j'ai pas la topographie de ce qui est en dessous, d'accord. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, le niveau ici en Brière, là où les gens marchaient, c'est une dizaine de mètres plus bas que le sommet de la Brière actuellement. Si vous allez en Brière et que vous marchez, dites-vous qu'il y a 25 000 ans, les gens marchaient 10 mètres plus bas, d'accord. Il y a à peu près 10 mètres de sédiments, de tourbes, d'argile qui se sont déposés depuis. Donc on avait une plaine avec des rivières. Alors on est en période froide, ça veut dire que les rivières, elles fonctionnent uniquement au dégel de printemps. Vous voyez un peu, si vous connaissez la montagne, en montagne, en fait, normalement, ça stocke de la glace et de la neige, et puis à la fonte des neiges, c'est là qu'on a des torrents, en fait. Et c'est ce qu'on avait en Brière. Et en lien avec ça, on peut retrouver par endroits, tout au fond de la Brière, à plus de 10 mètres de profondeur, des graviers qui correspondent à ces rivières-là. Ça a déjà été observé à 2-3 endroits seulement en Brière, hein, parce que c'est pas facile d'aller voir des trucs à 10 mètres sous l'eau.
mais on retrouve un peu ces traces-là. Une chose aussi, j'ai mis Loire Canyon, parce que la Loire, c'est un canyon. C'est-à-dire que là, la Loire, c'est 20 mètres plus bas. Il faut imaginer quand vous êtes à Saint-Nazaire, là, vous avez une falaise, et tout en bas, à 20 mètres, vous avez la Loire qui coule et qui va rejoindre à 100-150 km la mer plus loin. D'accord. Ça, c'est l'environnement. Donc là, évidemment, la Brière, bah, c'est pas un marais du tout. Ensuite, à partir du moment où on a passé ce maximum du froid, la température, elle va remonter, les glaces vont fondre, la mer va se dilater. Bah, c'est ce qui se passe actuellement. Vous savez actuellement les problématiques qu'on a avec la remontée du niveau marin. Vous en avez dû en entendre parler. Actuellement, la mer monte parce qu'elle se dilate, principalement, comme dans un chauffe-eau. En fait, si vous chauffez de l'eau, bah, ça se dilate. Et du coup, maintenant, on commence à avoir une contribution de la fonte des glaces avec le Groenland qui fond, toutes les glaces, les Alpes et compagnie, qui commencent à contribuer. Mais donc là, c'est ce qui s'est passé sans action humaine à partir de, pas vraiment 25 000, mais autour de 18 000. Ça a commencé à remonter tout doucement. Donc voilà à peu près le genre de courbe qu'on a actuellement. Vous voyez, quand on est à moins 9000, on est autour de 30 mètres plus bas. Et puis vous voyez que c'est monté. Alors évidemment, on a plein d'enregistrements différents, mais vous voyez la tendance. C'est-à-dire qu'au début, ça monte vite, et puis plus ça monte, bah, moins ça monte. Okay, et quand vous arrivez autour de, il y a 2000 ans à peu près, vous êtes au niveau actuel. C'est-à-dire que le niveau de la mer, il n'a pas trop changé depuis l'époque gallo-romaine, donc il y a 2000 ans. Ça, c'est très important par rapport à ce qu'on va voir après pour la Brière. Parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé en Brière? Puisque le niveau de la mer a monté, ben voilà ce qui s'est passé. C'est que, du coup, le niveau de la mer est monté et la mer, elle est rentrée en Brière. Mais moins haute, vous voyez, moins haute que c'était la dernière fois. La dernière fois. Oui, la dernière fois, la fois d'avant, il y a 130 000 ans, il faisait plus chaud, donc c'était plus haut. D'accord? Donc là, non. Là, c'était moins haut. Mais par contre, bah, ça a rempli la Brière du coup de vases bleus, enfin de vases d'espèces d'argile bleue qu'on trouve actuellement quand on creuse en Brière. On va trouver des argiles bleues et vous en avez plus de 10 mètres en Brière et au maximum une vingtaine de mètres. Alors là, on est au Mésolithique, donc les derniers chasseurs-cueilleurs, et au Néolithique, donc les premiers agriculteurs. Donc on va en reparler, mais ceux qui ont fait tous les dolmens, les menhirs. Alors ce que vous avez ici, c'est la carte enfin, ils n'y sont pas tous, mais presque tous, des menhirs et des dolmens. Le dolmen, bon, c'est les machins comme ça, vous connaissez, puis vous connaissez aussi des tumulus peut-être. Tout ça, ce sont des tombes, d'accord? Ce sont les premiers agriculteurs qui enterraient leurs morts dans des tombes. Alors avec cairn ou sans cairn, il y a plein de recherches là-dessus. Mais bon, vous voyez, vous n'avez pas encore le marais non plus, enfin les marais salants de Guérande bien sûr. Et puis vous avez donc des chapelets d'îles. Donc là, ça ressemble en gros au golfe du Morbihan. Pour certains d'entre vous connaissent sans doute, c'est pas très loin le golfe du Morbihan. Voilà, on a un petit bout ici. Donc le golfe du Morbihan, en fait, voilà, la Brière. D'ailleurs, c'est à peu près la même taille, pour vous donner une idée. Quand vous êtes au milieu de la Brière, si vous mettez au milieu du golfe du Morbihan, c'est à peu près pareil, quoi. Sauf que la Brière, c'est rempli de tourbes. Alors, à cette époque-là, donc jusqu'à il y a 3500, on a une connexion entre la mer, la Loire et la Brière. À partir de à peu près, je dis ça, c'est à quelques centaines d'années près, avant Jésus-Christ, 3500, on a un phénomène important qui va être la fermeture de la Brière. Mais avant ça, juste pour vous montrer, les données qu'on connaît, donc, quand on est au Néolithique, donc les premiers agriculteurs, le niveau de la mer, ça sont les données qu'on a de Pierre Stéphan, donc un chercheur spécialisé sur ce sujet-là, ça sont les données pour le sud de la Bretagne. Donc on a cette courbe où voilà, ça continue à monter. Quand on est au Néolithique, on est à peu près 5 mètres sous le niveau actuel de la mer. Il n'est pas encore. C'est pour ça qu'on a des mégalithes donc qui sont dans l'eau actuellement, puisque la mer, elle a remonté. Si vous allez à Gavrinis, si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est super. C'est une tombe avec plein de gravures, etc., magnifique, qui est au milieu du golfe du Morbihan. Quand vous y allez avec le petit bateau, juste à côté, vous avez un cercle de mégalithes, comme ça, d'espèces de menhirs, qui sont à moitié dans l'eau, en fait. Parce qu'à l'époque, le niveau de la mer était 5 mètres plus bas, quand ils l'ont construit. Donc voilà, ça continue à remonter pendant le Néolithique. Alors le Néolithique, c'est très très important comme période, puisque avant, je vous ai dit, on était des chasseurs-cueilleurs, donc on chassait, on prélevait un petit peu, on vivait dans des petits groupes d'une 30-50 personnes.
À partir du néolithique, on devient sédentaire, on commence à faire de l'agriculture, donc les tombes, les menhirs. Euh, c'est la principale modification de notre relation à l'environnement. C'est-à-dire qu'avant, on était vraiment on chassait, on prélevait un petit peu, et puis après on se déplaçait pour pas prélever trop. C'est le principe des chasseurs-cueilleurs. À partir du néolithique, on est sédentaire, on construit des espèces de gros villages plus ou moins fortifiés. On fait des haches qui servent à couper la forêt primaire, comme ce que vous avez là, quoi. Parce que la forêt avant, elle n'avait pas été attaquée, il n'y avait pas d'agriculture, on faisait que de la chasse et de la cueillette. À partir de ce moment-là, on attaque la forêt primaire, et notamment avec des essartages pour pouvoir faire des champs, pour cultiver ou faire de la pâture pour les animaux. Alors, début de la fin de la nature, parce que je dis ça parce que en fait, c'est un vaste sujet de discussion, mais à partir du moment où la forêt primaire, elle a déjà été, on va dire, détruite, bah, même les forêts qu'on récupère après ne sont pas vraiment des espaces naturels, ils ont déjà été modifiés par l'homme, le sol a été modifié, il y a plein d'héritages en fait comme ça, où on rentre dans une interaction très très forte avec les actions des humains. Donc c'est une époque qui est très très marquée et très connue par notamment les menhirs. Alors juste pour vous dire, bon, les dolmens, vous connaissez les menhirs, je pense aussi, hein, c'est très connu. Hein, puis vous avez des Gaulois qui portent ça sur leur dos, alors qu'ils l'ont jamais fait, mais parce que ça n'a rien à voir. On est bien avant les Gaulois, mais les menhirs, c'est très intéressant. Alors je parle pas des menhirs qui font partie d'alignements comme à Karnak, où là ça a une fonction particulière, mais les menhirs, sinon, ils ont une position dans le paysage qui n'est pas du tout faite au hasard, qui n'est pas non plus liée à des réseaux telluriques ou autres, mais qui est liée à, en tout cas, une construction paysagère qui n'est pas liée au hasard, on va dire. Donc ça fait partie des axes de recherche. Ça peut être lié à des cheminements, ça peut être lié à pas mal de choses. Une chose importante par rapport à ça, c'est que quand vous voyez un menhir, sachez que c'est plus rare qu'un dolmen. Souvent, les gens pensent que c'est l'inverse. Comme un menhir, c'est très simple. En fait, un menhir, notamment les gros menhirs bien isolés, bah, ça n'a rien à voir avec... il y en a 2 fois moins en France que de dolmens, pour vous donner une idée. Je vous dis ça parce que ce patrimoine-là, il est encore menacé, il est encore détruit régulièrement, on a des destructions de mégalithes. Alors que c'est la trace la plus ancienne qu'on ait d'un aménagement, d'une construction du paysage par notre espèce. Et on est bien avant les pyramides et tout ça. Donc c'est du patrimoine qui peut paraître tout bête parce que c'est juste un caillou, mais c'est pas du tout bête, en fait, c'est vraiment important. Donc c'est aussi l'époque où du coup on a des haches polies, et ces haches polies, elles permettent notamment d'attaquer la forêt. Donc ça, des haches polies, je pense que dans la salle, il y a des gens qui doivent en avoir trouvé, ou connaître des gens qui en ont, ou en avoir vu sur des bouts de cheminée ou chez leur grand-père. C'est très classique, et ça s'emmanchait comme ça, juste pour vous donner une idée. Hein. Donc là, vous avez la partie hache, ici vous avez, alors c'est un des modes d'emmanchement possible, et puis ici un andouillé de serre, et puis ici donc dans du bois, et avec ça, on peut couper des arbres, et avec ces arbres-là, on peut faire des maisons, on peut faire des pirogues, on peut faire plein de choses. Autre chose qui est importante aussi, là vous avez, donc on reprend la préhistoire, donc là on est sur notre interglaciaire, la période chaude dont on parlait, là, donc là on est encore chasseur-cueilleur, ça c'est le néolithique, on devient agriculteur, et la courbe que vous avez là, c'est la courbe de la population mondiale, de notre espèce d'Homo sapiens. Alors vous voyez qu'à partir du moment où on devient sédentaire, on commence à, c'est normal, on a plus à manger, on peut faire des réserves, donc on peut avoir plus d'enfants, on peut les conserver, on peut faire des groupes de plus en plus puissants, on peut taper sur les groupes d'à côté. Donc ça c'est le néolithique, et à partir de ce moment-là, on a une augmentation de la population mondiale, et ça c'est l'augmentation, on va dire récente, qu'on a depuis le 19e siècle. Alors notez bien que là, on appelle ça une courbe logarithmique, c'est-à-dire que ça c'est 10 millions, d'êtres humains. Ça, c'est 100 millions, ça, c'est 1 milliard, et ça, c'est 10. Okay. Donc, en fait, quand je vous disais que c'est un changement majeur dans notre société, cette sédentarisation, c'est que vraiment, à partir de ce moment-là, la population n'a fait qu'augmenter quasiment, à part de temps en temps des grosses épidémies ou des choses comme ça qui ont pu changer les choses. Et à partir du moment où on a commencé à exploiter le carbone fossile, là, ça a encore augmenté. Et actuellement, on est autour de 8. Donc on revient il y a 3500 ans, donc la Loire, elle a remonté, et la Loire, elle a déposé des sédiments sur le côté, ça forme une sorte de levée. Vous connaissez le système de levée, c'est les rivières, elles transportent des sédiments, puis quand il y a une crue, hop, après elles le déposent sur les côtés, ça finit par faire des levées
parfois après sont aménagés, on met une route dessus. C'est connu, hein, le long de la Loire, si vous le suivez la Loire, vous en avez une qu'on appelle la levée d'ailleurs, je crois, qui est en fait une route aménagée sur une levée qui à la base est un phénomène naturel. Et donc ici vous avez une levée qui s'est formée et qui a fermé en fait la connexion entre l'eau de mer et la Brière. Et à partir de ce moment-là, bah, ici on n'a plus déposé d'argile bleue, ce n'est plus les vases liés à la mer, on a commencé à déposer de la tourbe, puisque c'est devenu de l'eau douce. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir la Brière qu'on connaît actuellement, quoi. C'est-à-dire un marais d'eau douce avec des roseaux qui vont s'empiler au même rythme que le niveau va remonter. Après, vous avez en cadeau en plus pas mal de remblais industriels qui ont gagné sur la mer hein, au courant du 19e, il y a 19e et 20e. Il y a eu beaucoup de remblais en fait qui ont été déposés pour gagner sur la Loire en fait par ici. Donc maintenant, c'est fini pour la mise en contexte. Donc maintenant, je vais vous parler de ce qu'on y fait dans ce marais. Maintenant, je pense que vous avez quelques clés pour comprendre ce que je vais essayer de vous présenter. Vous avez ce marais qui est formé de tourbes. Là, je vous ai mis les limites du bassin versant. Alors, je sais que ce n'est pas le bassin versant que vous utilisez au SBVB. Vous faites les connexions aussi par là. Mais là, moi, je m'intéressais au bassin versant du Brivet lui-même, ancien, on va dire. Donc là, vous avez tout un réseau de cours d'eau et de canaux, et notamment les canaux qui sont en Brière, à peu près tous les 20 ans. Alors, c'est à la louche, hein, ça dépend des canaux. Je sais bien, mais c'était pour faire une moyenne, mais en gros, c'est ça. Si je dis une bêtise, tu me corriges. Voilà, ces canaux-là, ils sont remplis de vases. Les gens ne sont pas contents parce qu'ils ne peuvent pas passer en bateau. Du coup, voilà, il faut curer ces canaux. Alors, le SBVB a transmis ce projet de curage de canaux au service régional de l'archéologie, qui dépend du ministère de la Culture et du préfet de la région Pays de la Loire. Et le préfet a signé un arrêté disant « Ok, vous pouvez faire les curages, mais comme il peut y avoir plein de trucs super sympas en archéologie, eh ben, vous pouvez le faire, mais il faudra juste qu'il y ait des archéologues qui suivent ce que vous faites et qui puissent récupérer ou intervenir si jamais vous tombez sur des découvertes. » Et donc c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça fait 5 ans que de début août à fin novembre, à peu près, je suis en Brière. Donc j'y étais cette semaine, c'est ma pause. Par ailleurs, je vous ai mis cette référence-là parce qu'elle est très connue. 8000 ans en Brière, c'est un petit livre qui a été fait par un palynologue qui est très connu, qui s'appelle Lionel Visset. Alors, le hasard veut que, en fait, j'ai fait un stage de palynologie avec lui quand j'étais petit. Donc, je le connais bien. Et on a pu le faire venir, d'ailleurs, sur le terrain la première année de la Brière pour créer aussi un lien et avoir des conseils de sa part. Donc, c'était vraiment sympa. Et lui, il a fait sa thèse dans les années 70 sur la Brière, où il a étudié, parce que la tourbe conserve tout, parce qu'il n'y a pas d'oxygène, la matière organique n'est pas oxydée. Donc, les bouts de bois, les pollens sont conservés. Et bien, du coup, lui, il a pu étudier tous les pollens qu'on trouvait, couche par couche. Il a compté des dizaines de milliers de pollens au microscope. Il a passé des années à faire ça pour savoir qu'est-ce qu'il y avait comme arbre il y a 8000 ans, qu'est-ce qu'il y avait après, quand les premières céréales qui arrivent, l'attaque de la forêt primaire, quelle était la végétation qu'on pouvait avoir en Brière il y a 2000 ans. Tout ça, il l'a travaillé. C'est un travail énorme. Et donc, ce 8000 ans en Brière, c'est un résumé très, très, très court et très simplifié de ce qu'il a fait. Mais pour commencer, c'est pas mal. Donc voilà, à tout seigneur, tout honneur, Lionel Visset, c'est lui qui a lancé quand même le truc sur la Brière. Alors, c'est quoi les curages de canaux? À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc, vous avez des pelles mécaniques avec des grands bras et des chenilles assez larges pour ne pas s'enfoncer dans la tourbe, parce que parfois c'est très très mou, et qui creusent. Alors, vous voyez en bas, c'est bleu clair, on va dire, et ça correspond aux argiles marines. Vous vous rappelez la période où c'était la mer? En fait, quand vous creusez en Brière, là on est au sud de la Brière, donc il suffit de creuser 1 mètre dans la tourbe et on arrive sur les argiles marines. Et quand vous êtes au nord de la Brière, vous creusez 2 mètres à peu près. C'est à peu près ça pour vous donner le schéma. C'est assez simple, hein. Maintenant qu'on a compris comment ça marche. En fait, c'est pas compliqué. Donc là, vous avez les argiles marines et puis sur les bords, là, vous avez à peu près 1 mètre de tourbe. Et puis après, vous arrivez au sommet. Et là, vous voyez, ici, on est à l'ouest de l'île de Pendille.
je ne sais pas s'il y a des gens de Pandy ici ce soir, mais donc c'est une des îles de Brière. C'est là où se trouve l'église de Saint-Joachim, pour ceux qui connaissent. Donc, et là, on est à l'ouest, et là, le curage a été fait. Et une fois que le curage est fait, donc que la vase qui était ici est posée sur le côté, après, ensuite, la pelle, elle va essayer d'égaliser tout ça, d'étaler un petit peu cette vase pour que ça soit plus joli. Et la végétation reprend très vite, hein, en quelques mois, pour le printemps d'après, ça se voit plus. Ça a quand même un impact, mais ça se voit plus. Autre exemple qui date de septembre, voilà, du mois dernier. Là, on était au nord-ouest de l'île de Mazin, donc c'est une autre île de Brière. Et là, vous retrouvez, là, on avait plein de pelles. Là, on avait 3 pelles, donc vous retrouvez les chenilles larges. Et là, vous avez une pelle qui transporte un espèce de panneau, parce qu'en fait, ils posent des panneaux devant eux, des grands panneaux en acier, et ils montent dessus pour pas s'enfoncer. Parce que même en ayant des chenilles larges, quand on est posé sur de la tourbe, en fait, une pelle peut s'enfoncer. Donc après, ça peut faire... Voilà. C'est embêtant pour les pelles, mais ça fait aussi d'énormes dégâts. Sinon, d'un point de vue environnemental, c'est pas très rigolo. Donc voilà, le curage, c'est ça. Donc ça peut être... c'est très variable pour nous en termes d'intérêt. Parfois, on peut voir des choses, parfois, on peut pas. Mais bon, quand on a des informations à récupérer, on les récupère. Alors, on a beaucoup de contraintes en Brière. Alors, c'est une opération, c'est pas du tout classique comme archéologie, hein. C'est une archéologie qui est assez atypique, puisque déjà, c'est un suivi de travaux. D'habitude, c'est nous qui pilotons les pelles. On dit aux pelles, là, vous allez creuser là, parce que là, on va pouvoir trouver des choses. Là, c'est pas ça. Nous, on est face à des gens qui font leur travail, et nous, on est là, on essaie de ne pas les déranger, et on essaie de récupérer des informations comme on peut. Donc, c'est très différent. Donc, on a pas mal de contraintes. Alors, la contrainte numéro 1, ce sont les niveaux d'eau, pour changer. Euh, C'est-à-dire que voilà, nous on commence d'habitude début septembre. Si on a une année très pluvieuse comme l'année dernière, par exemple, l'année dernière les niveaux d'eau étaient tellement hauts, la Brière elle n'avait pas du tout séché pendant l'été. Les roseaux avaient commencé à pousser très très tard. Ils n'avaient pas eu le temps d'assécher la Brière. On ne pouvait vraiment pas aller avec les pelles mécaniques sur le travailler. Donc on a fait très très peu de choses. Par ailleurs, parfois voilà, c'est entièrement noyé, donc on peut même plus aller sur les terrains. Problème qu'on peut avoir aussi, c'est que voilà, nous on contrôle pas les pelles mécaniques, donc elles font leur travail et elles font leurs horaires, d'accord. C'est-à-dire que si elles démarrent le matin quand il fait nuit, nous on démarre le matin quand il fait nuit. Si elles finissent quand il fait nuit, on finit avec elles aussi. Alors maintenant on s'est un peu arrangé avec eux pour essayer d'adoucir un peu les choses, mais voilà, ça peut être un peu compliqué. Après, vous savez qu'il y a un contexte politique qui peut être un peu compliqué autour du sujet des niveaux d'eau en Brière. C'est un vaste sujet que moi je ne connaissais pas parce que je suis pas du coin, mais que j'ai découvert en venant en Brière. Avec, pour simplifier, voilà, pour les agriculteurs, c'est mieux que les niveaux d'eau soient relativement bas parce que ça permet de mettre des bêtes et c'est normal. Et les chasseurs, eux, ils préfèrent que les niveaux d'eau soient plus hauts pour pouvoir naviguer plus facilement et avoir plus de gibier, en fait, gibier d'eau. Donc tout ça, ça s'oppose et c'est compliqué. C'est compliqué pour les gens du SBVB notamment qui, eux, gèrent comme ils peuvent les niveaux d'eau. Et voilà, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais voilà. Et après, voilà, on peut aussi avoir des petits problèmes de planning parce que du coup, ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler tout seuls et qui s'organisent tout seuls. Et les plannings changent tout le temps, parfois c'est un peu compliqué. Et puis on a eu, alors ça s'est arrêté heureusement, mais on a eu des incendies de pelles mécaniques, ce qui n'est pas très sympathique pour les entreprises qui font leur travail. Nous, ça nous a un petit peu gêné, mais pas tant que ça. En fait, c'est plus vraiment pour les entreprises, c'est vraiment très très dur. Et puis c'est pas, voilà, c'est pas très bien. Voilà. Alors sinon, avant d'intervenir, il y a eu tout un travail préparatoire qui a été fait. Donc évidemment, reprise de la documentation, de l'étude en fait et de l'inventaire de tous les sites qui sont connus. Ça, c'est la butte aux pierres pour ceux qui connaissent. Là, vous avez justement Pandy. Donc en fait, voilà, il y a un travail qui a été fait, notamment par Fernandez et al., et ses collègues, une reprise par Pierre Pouzet de toute la documentation sur la stratigraphie. Et ça, c'est un travail qui a été cofinancé par la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, donc ministère de la Culture, et le service régional de l'archéologie, donc qui en fait partie, pour nous aider à préparer le terrain, parce que c'est quand même un gros morceau, hein, la Brière. C'est grand,
Voilà, il y a beaucoup d'informations, donc tout ça, ça a été prédigéré. Et moi, quand j'ai débarqué, pas longtemps avant le début de l'opération, j'avais déjà 2 gros rapports qui me faisaient des synthèses, qui m'ont permis de commencer assez vite à travailler en Brière sans être complètement paumé. Parce que c'est quand même, il y a beaucoup de choses. Mais vous voyez aussi, donc tous les points rouges, ce sont les sites archéologiques connus. Vous voyez qu'en Brière, on en a quasiment pas, quoi. Mais vous comprenez bien aussi que vu l'histoire environnementale que je vous ai donnée, avec avant c'était la mer, quand c'est la mer, on a moins d'humains qui font des maisons, hein, ils sont sur les bords. Et puis après, ça a été un marais, donc c'est un peu logique. Par contre, quand on est sur des îles, là, on peut avoir des choses. Et ici, notamment, on a toute une série sur la butte aux pierres. Alors, notez bien que vous avez la même chose dans le golfe du Morbihan. Dans le golfe du Morbihan, vous avez des îles au milieu du golfe avec les tombes des ancêtres. C'est la même chose, hein. C'est juste qu'ici, personne s'en occupe des mégalithes, alors que là-bas, ils font un classement UNESCO. Mais ici, vous avez un gros patrimoine par rapport aux mégalithes. C'est un sujet dont on reparlera. Alors, on a aussi travaillé à partir du LIDAR. Donc, le LIDAR, c'est quoi? C'est un avion qui passe avec un laser qui scanne le terrain. Et ça permet d'avoir comme ça une image très précise de la topographie, puisqu'on a un point, enfin, on a en fait, sur la Brière, maintenant, on a peut-être une quinzaine de points par mètre carré de mesure. Donc on a vraiment une topographie très très précise de où est-ce que c'est haut, où est-ce que c'est bas, où est-ce qu'il y a de l'eau, où est-ce qu'il n'y a pas d'eau. Et ça nous permet, nous, potentiellement même, de détecter des îles qu'on ne connaît pas. Parce qu'évidemment, comme le niveau d'eau est remonté, on peut avoir d'anciennes îles où les gens habitaient qui sont maintenant noyés dans la tourbe. Donc ça nous intéresse beaucoup, évidemment. Mais donc ça, on peut servir du LIDAR aussi pour repérer ce genre de choses. Donc on a utilisé tout ce qu'on avait comme documentation et aussi relevé topographique. On a travaillé aussi avec les associations. Donc ça, c'est un document que nous avait transmis l'association d'archives et histoire de Saint-Liphard, où il y avait un document d'ailleurs qui était conservé au parc et où on avait les mentions de toutes les buttes. C'est-à-dire les endroits où les gens... ça c'est le résultat d'enquête, en fait, juste fait en discuter avec les gens. Ça, c'est super. Parce que du coup, ça donne des informations qui sont parfois très très précises sur certains endroits où, s'il y a une butte, potentiellement, ça peut être juste de la tourbe un peu plus sèche, on va dire, mais ça peut aussi être une ancienne île. Et donc, potentiellement, un site archéologique bien conservé. Donc voilà, on a aussi utilisé toutes ces données-là. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis les cartes anciennes aussi, ça, j'en parlerai pas. Alors ça, lisez pas le détail, mais juste pour vous dire que nous, on a aussi mis en place, comme c'est un territoire qui est très très grand, on a mis en place un système informatique qui nous permettait de travailler avec nos téléphones directement sur le terrain pour enregistrer ce qu'on trouvait. Parce qu'en fait, la Brière, c'est très grand, mais on a la 4G partout, quasiment. Donc ça, c'est super. Donc nous, on a pu travailler avec, on s'appelle ça une base de données. Donc une base de données qu'on avait sur nos téléphones. C'est pour ça que si vous nous voyez travailler en Brière, et si vous nous voyez pianoter sur notre téléphone, on n'est pas en train de jouer. D'accord? C'est notre outil de travail, en fait. Et ça nous sert à renseigner tout ce qu'on trouve, le moindre bout de bois, la moindre céramique. On prend des photos qui sont aussi tout de suite localisées et intégrées dans la base de données. Et ça nous permet après, quand on est rentré au bureau, d'avoir toutes nos données bien rangées directement en ligne. Et elles sont aussi sauvegardées, c'est-à-dire que quand on prend la photo, si après mon téléphone tombe dans la tourbe, c'est pas grave. C'est embêtant, mais la donnée, elle est partie sur le serveur sur Internet et tout est sauvegardé. Donc voilà, on a aussi mis ça en place spécifiquement pour, un projet en tout cas, spécifiquement pour la Brière, pour pouvoir travailler. Après, on travaille beaucoup à la tarière à main. Donc la tarière à main, c'est quoi? C'est ça, c'est cet outil-là, c'est assez simple, c'est léger. Donc vous voyez les principes des carottiers, vous voyez souvent au bord de la route des machines. Ça, c'est super, mais c'est très lourd et ça coûte cher. Alors que ça c'est léger et ça coûte pas cher. Donc nous, on a utilisé ça. Comme ça nous permettait d'aller partout en Brière. Et avec ça, on est allé en Brière jusqu'à 6 mètres de profondeur. Donc, ça permet quand même de faire de la stratigraphie. On a systématiquement, à chaque fois qu'on fait des sondages comme ça, on a systématiquement traversé le niveau de tourbe pour aller jusqu'à la période où c'était la mer. Puisque là, à partir du moment où c'est la mer, on se doute bien qu'on va avoir moins de chances de trouver des traces de sites archéologiques. Donc à chaque fois, on fait ça. Donc on note tout ce qu'on trouve, alors avec plein de critères sur lesquels je ne vais pas rentrer en détail, hein, ça c'est mon métier, chacun ses petits secrets. Mais non, mais voilà, on a une grille en fait d'analyse qui nous permet de décrire très précisément, avec un très haut degré de qualité,
toutes les couches qu'on trouve en Brière. Après, tout ça a été localisé aussi avec un GPS très précis au centimètre. Donc on a comme ça, chaque année, on fait entre 50, on appelle ça un log, ça veut dire bûche, c'est un point d'observation avec toutes les couches, ça s'appelle un log, et ça, on en fait par an entre 50 et 80. Sachant qu'avant qu'on en fasse, il y en avait 30 en Brière. Donc ça change totalement la perception et la connaissance qu'on peut avoir du sous-sol. On a vraiment changé d'étape, quoi. Et puis donc le SBVB nous prête un bateau pour aller faire parfois des sondages dans des endroits. Ici on est à peu près, on va dire milieu sud de la Brière, dans des endroits où on n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dans le sous-sol. Donc ça nous a permis notamment de retrouver une île qui était planquée sous la tourbe, enfin différentes choses, et de commencer à mieux comprendre ce qui se passe. Donc après, pendant le curage, vous avez ma collègue qui est devant la pelle mécanique. Donc la pelle mécanique, là vous voyez, vous avez la tourbe. En bas, maintenant vous connaissez la stratigraphie de la Brière par cœur. Donc en bas, vous avez les argiles marines. Et donc là, elle est en train de surveiller qu'il n'y a pas des vestiges archéologiques qui sortent. Quand il y en a, on les prend avec un GPS, on topographie tout. Ici, c'était une trace de foyer. Et donc le principe, c'est ça. Donc là, vous avez les argiles qui datent de la période où c'était maritime, les tourbes avec des bois dedans, on va en reparler. Et ici, vous avez un canal avec un petit peu d'eau et puis ce que les gens appellent le noir, mais qui est en fait de la vase qui a rempli le canal. Donc la première chose qui est faite, c'est par les entreprises qui manipulent les pelles, c'est qu'ils utilisent des pompes et ils enlèvent l'eau. Donc là, dès qu'ils enlèvent l'eau, nous, on peut commencer à observer déjà les bords. Parce que la tourbe, elle s'érode toute seule. La tourbe, c'est pas solide, la tourbe. D'accord, ça s'érode facilement. Et là, on peut commencer, nous, à regarder des choses sur les bords. Ensuite, il y a une première passe qui est faite par les pelles mécaniques qui enlèvent le noir. Ensuite, ils creusent les bords, enfin, ils nettoient les bords. Et puis à la fin, ils remettent en eau. Donc nous, dès qu'ils touchent les bords, on observe, voir si on ne pourrait pas récupérer des choses, voir des vestiges archéologiques ou des choses comme ça. C'est ça le principe, c'est ça qu'on fait en Brière depuis 5 ans. Donc voilà ce qu'on a fait, donc le suivi archéologique depuis 2021. Donc ça, on a fini cette semaine, le suivi des pelles mécaniques. Et il nous reste encore des logs à faire donc avec cet engin à la tarière. Et là, je vous ai mis tous les linéaires qu'on a traités et où qu'on a encore à traiter pour cette année. Donc en rouge, vous avez les linéaires où nous, on a suivi les pelles mécaniques. On était à côté des pelles mécaniques quand elles creusaient. Et tout ce que vous avez en vert, ce sont des secteurs où on a uniquement fait de la stratigraphie pour comprendre ce qu'il y avait dans le sous-sol. Donc ça fait quand même, chaque année, on fait à peu près 5 km. Pendant 5 km, on suit les pelles mécaniques. Et puis à peu près l'équivalent, ou un peu plus, pour les secteurs qui sont plutôt, notamment, touchés par la drague, en fait, ou curés en eau. Donc en archéologie, en synthèse, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, 2 types de choses. Des artefacts, donc ça sont des objets qui ont été fabriqués par les humains, et ce qu'on appelle des écofacts, ce sont des choses qui ont été fabriquées par la nature, comme typiquement les mortas, par exemple. On va en reparler après, donc des bois fossiles. Alors, on a trouvé évidemment pas mal de munitions de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on est quand même au niveau de la poche de Saint-Nazaire, donc il s'est quand même passé des trucs. On a trouvé des restes d'un crash d'avion, d'un avion anglais, qui avait des bombes au phosphore. On va en reparler après. On a trouvé aussi des berges, donc des sites néolithiques avec des silex taillés. Ça, c'était en 2023 notamment. Vous avez un exemple ici. Des choses relativement récentes, de la céramique, pas mal de céramique médiévale autour des îles, type Pandy, Aignac. Ça, c'est normal. On savait que c'était occupé au Moyen-Âge. Et effectivement, nous, on retrouve des céramiques qui sont associées à ça. Mais on a aussi des céramiques gauloises qui ont été retrouvées, notamment à Donge. Des objets en fer, pas mal de bois, etc. Voilà. Alors oui, les objets en fer, en Brière, ils sont très très oxydés. Là, vous avez un coup près, bien oxydé. Les bois, à l'inverse, ils sont parfaitement conservés. Juste voilà les traces d'un crash de bombardier. Alors on a pu remonter par les archives, enfin pas par les archives. Nous au début ici, le long du canal, on a trouvé des munitions et un bout d'objet en bakélite. En analysant les munitions, on a pu se rendre compte que ça correspondait à une doctrine de chargement
de mitrailleuses d'un Lancaster anglais. Et après, en cherchant dans tous les relevés de vol des crashs qu'il y a pu avoir, on a pu retrouver la trace de ce crash-là où effectivement c'était compatible avec ça. Ensuite, on a fait une enquête auprès des gens. Alors ça se fait pas normalement dans un diagnostic, mais voilà, on est allé le faire. Après, nous, on peut se permettre de faire ça en tant que service départemental. On peut faire un peu plus. Donc on est allé discuter un peu avec les gens qui étaient dans le coin. Et on est tombé sur des gens, des dames surtout, qui avaient plus de 90 ans et qui étaient petites quand il y a eu le crash et qui ont pu nous raconter en fait ce qui s'était passé, qu'elles étaient allées parfois avec leur maman voir le lieu du crash, qu'est-ce qui s'était passé avec les soldats, etc. etc. Et même il y a une dame qui nous a ressorti un bout de la tôle qui avait encore les trous de mitrailleuses dedans. Voilà. Alors ça, voilà, je précise juste, ça c'est la base de données d'une association qui recense tous les crashs, notamment d'avions, qui travaille sur la Seconde Guerre mondiale. Là, vous avez tous les crashs d'avions recensés dans le secteur. Donc vous voyez qu'en Brière, dès qu'on se rapproche de Saint-Nazaire, de toute façon, ça peut être très sensible. Alors, il faut faire très attention, parce que notamment les bombes au phosphore, le secteur en fait où il y a eu ce crash-là, on l'a signalé à la sécurité civile et compagnie, parce que on sait que l'avion n'a pas atteint sa cible. Donc il n'avait pas lâché ses bombes en fait, il a été abattu avant, donc il s'est crashé avec ses bombes. Et les bombes au phosphore, c'est pas rigolo. Parce qu'en fait, le phosphore, il peut se conserver très très longtemps dans la tourbe. Lui, tant qu'il n'y a pas d'oxygène, il ne bouge pas. Donc dans de l'eau, il ne bouge pas. Mais si vous le prenez, bah là, ça va se déclencher instantanément dès que c'est mis au contact avec l'air. Et en plus, ça ne ressemble pas à des bombes. Ça ressemble à des espèces de baguettes de forme octogonale, longues comme ça. Donc il faut faire attention. Donc c'est pour ça que je profite d'être là devant vous pour dire, pensez à ça quand même. Il peut y avoir des dangers liés, pas anodins. C'est plus dangereux que des bombes de 250 en fait, qui explosent très rarement quand on les manipule après. Le phosphore, c'est sûr que ça se déclenche si vous le mettez à l'air. Passons. On a trouvé aussi donc en structure archéologique, on a trouvé des mégalithes. Alors ça, c'était assez marrant, ça nous a beaucoup surpris la première année. Les pelles mécaniques nous ont remonté des blocs de roches. Et sur un des blocs, et nous on a vu tout de suite que c'était des mégalithes parce qu'en fait les mégalithes ils ont souvent, là vous avez les deux exemples, là vous voyez c'est rond ici, je pense que vous le voyez, je sais pas. Vous voyez que c'est à peu près rond et là vous voyez que c'est plat. Okay, alors ça c'est typique des mégalithes. Vous avez une face qu'on dit d'arrachement et puis une face qui elle correspondait à l'affleurement, donc à la roche, la surface de la roche, là où les gens au néolithique l'ont extrait. Et donc on en avait 3 qui ont été retrouvés dans l'argile bleue au bord d'une ancienne île, et on a pu voir qu'en fait, sur un des blocs, il y avait de la matière organique, il y avait des roseaux qui avaient été plaqués contre. Quand, visiblement, ces blocs avaient été volontairement versés dans la mer, dans ce qui était la mer à l'époque. On a pu les dater, c'était 3200 avant Jésus-Christ. Et alors ça, c'est intéressant parce que ça correspond à une période qui est très connue en Europe de destruction de mégalithes. Donc voilà, je vous dis juste, on en a retrouvé, on ne s'attendait pas à pêcher des mégalithes à la pelle mécanique, mais c'est arrivé. On a trouvé aussi des traces des foyers, alors un foyer, donc un endroit où on fait du feu, mais qui était sous la tourbe, en bordure du Nil. Donc c'est un endroit où les gens faisaient du feu avant que le niveau d'eau monte et que la tourbe ne recouvre en fait ces niveaux. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire du feu comme ça à cette profondeur-là sous l'eau. Et qui datait de l'âge du bronze final, donc on va dire autour de moins 1000. Et après, il y a un endroit, notamment ici. Donc là, ce que vous avez, c'est une image de lidar, donc de la topographie très précise. Ce que vous avez en blanc, c'est un relief. Donc ça, typiquement, ça c'est un talus, ça c'est un fossé. D'accord. Et là, en fait, vous avez des traces d'anciens talus qui correspondent à ce que nous on appelle une enceinte, probablement néolithique ou âge du bronze, âge du fer. Et nous, en fait, plus on se rapprochait, là, on suivait les pelles mécaniques et chaque triangle, c'est une découverte qu'on a faite. Vous voyez, plus on se rapprochait, plus on faisait des découvertes. Et puis, quand on était ici, en fait, le canal a recoupé le site. L'enceinte, l'espèce de fortification extérieure, si vous voulez, elle avait été recoupée par le canal. Et là, on a pu observer pas mal de choses, notamment de la céramique en place et des choses comme ça. Donc, le canal nous a bien permis d'observer une coupe dans un site archéologique très bien conservé. Là, on est à Sainte-Reine-de-Bretagne. Autre exemple, là on est côté Saint-Liphard, avec ici le Nésil,
pour ceux, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ouais, le Nésil, c'est par là. Ça, c'est un chemin, donc avec un canal. Euh, le Peut-être, je ne me rappelle plus du nom. Et là, vous avez ici la butte à Bombardon, pour ceux qui connaissent aussi. Donc, où il y a un site qui est très connu. Hein. Et donc, du coup, on a pu faire des observations. Alors là, je vous ai mis deux types d'observations. Où est-ce qu'on a trouvé des objets? Donc, on a trouvé des objets dès qu'on s'approche des bords des rives, en fait. Et on avait aussi plein de mortas, et les mortas sont aussi sur les bords. D'accord. Et à chaque fois, nous, quand on trouve des mortas ou quand on trouve des objets archéologiques, on prend des points, on fait des prélèvements pour faire des analyses, faire des datations, etc. Donc, on a découvert plusieurs. Là, on est sur le bord, donc ici, on est sur le bord en fait de cette péninsule en fait. Alors les formes comme ça, les gens ils aimaient bien ça, hein. Parce que là ils pouvaient poser leur maison, ils faisaient un petit fossé ici et ils étaient tranquilles chez eux. Donc on appelle ça des éperons barrés. C'est très très connu en archéologie. On en trouve ça un peu partout. Et donc on s'attendait à on se disait bah il y a des chances quand même qu'il y ait des trucs là-bas. Et effectivement ça n'a pas loupé. Dès qu'on s'est approché des berges, on a trouvé du silex taillé, de la céramique, des sols sur lesquels les gens marchaient, qui sont sous la tourbe, puisque c'est pareil, la tourbe elle est remontée avec le niveau d'eau. Et ça a recouvert. Alors, donc là, vous avez un site qui, en bordure, est parfaitement conservé. Tous les sols sont conservés. Donc le problème, c'est que nous, on peut observer ça seulement sur 20 cm de large. D'accord. Parce que c'est pas nous qui contrôlons les pelles mécaniques. On aimerait bien faire des gros trous, mais on peut pas. Alors ça ne nous empêche pas de détecter les choses, mais bon, il y a un goût de trop peu quand même. Autre exemple, marais de Liberge. Donc là, on est vers. Ça, c'est la raffinerie de Donge. Et là, en fait, on a trouvé de la céramique en place. Et puis aussi, là, vous avez la topographie. Et là, on avait ici, il y a un vieux pont. Mais au-devant du pont, avant, il y avait un gué. Et ce gué-là, il datait de la protohistoire et probablement premier âge du fer. Donc, on va dire autour de, oui, moins 600 par là, quoi. Donc là, on avait un passage à gué qu'on a pu retrouver par le biais du suivi de ce canal-là, qui était tout petit, en fait. Alors maintenant, on va parler un peu des mortas, parce que c'est un gros sujet. Là, vous en avez un qui est mignon. Il est en travers d'un canal. Et alors ça, c'est le morta typique, parce qu'il y a des mortas atypiques. Celui-là, il est typique. Alors c'est quoi un morta typique? Le morta typique, il est à la base de la... Là, vous avez la tourbe, vous voyez, l'épaisseur de tourbe. Et puis là, vous avez les argiles marines de quand c'était la mer. Et systématiquement, enfin quasi systématiquement, on trouve les mortas, donc des chênes qui ont commencé à se fossiliser, euh, à la base de la tourbe. Alors je vous ai amené d'ailleurs un bout de morta que vous allez pouvoir faire passer, pour ceux qui ne connaissent pas. Hop, faites passer comme ça, vous vous débrouillez. Ça c'est un prélèvement que j'ai fait en 2021. Donc en fait c'est du chêne fossile qui est mort parce qu'il a eu trop d'eau. Alors pourquoi est-ce qu'on a des mortas? Les mortas, en fait, si on les trouve au sommet des argiles bleues, c'est parce que quand vous avez la mer, c'est très bête hein, ce que je vais vous dire. Quand vous avez la mer, vous avez des marées. D'accord? Quand vous avez des marées, la mer elle monte, la mer elle descend et elle dépose de la vase jusqu'à la marée haute. On a de la vase qui se dépose tout en haut. Donc on avait au début la marée en Brière, et puis à partir du moment où on a été coupé de la mer, on n'a plus la marée. On a un niveau d'eau qui est moyen. Donc du coup, on a des argiles qui étaient avant plus hautes, qui se retrouvent exondées. Et à partir des bords, on a des glands qui tombent dans ces argiles et qui poussent et qui font pousser des arbres. Le problème, c'est que cette eau douce, après, elle est remontée petit à petit, et les arbres, ils sont morts, pouf, pouf, paf, les uns après les autres, en fonction de leur altitude. Et ça, vous pourrez le voir quand vous partagerez pas vous le partagez, quand vous ferez circuler le morta, vous verrez, il y a un endroit où j'ai essayé de polir un peu, vous verrez que les cernes, vous savez, ça fait des cernes les arbres, hein, on peut compter les années, vous verrez que les cernes sont très très fins. Parce que c'est un arbre qui stresse en fait, qui est en train de mourir, enfin, il meurt parce qu'il a trop d'eau. Et à la fin, vous verrez les derniers cernes, ils font même pas 1 millimètre. Alors qu'un arbre, un morta qui pousse bien, un chêne qui pousse bien, il peut faire 5 millimètres. Et nous, ce qu'on arrive à mesurer sur les mortas en Brière, c'est 200 microns, c'est-à-dire 0,2 mm. C'est un arbre qui est en mode survie, en fait. À la fin, il meurt parce qu'il y a trop d'eau. Et il se retrouve noyé dans la tourbe. Et c'est ça, les mortas. Okay. Alors, nous, on les a datés. Alors,
il y a des légendes qui traînent autour des Mortas, mais c'est normal parce qu'il n'y avait eu que 2 dates faites sur les Mortas préalables avant qu'on fasse nos études. Il y a notamment des histoires que moi j'ai entendues racontées par certains guides, par exemple, qui font des balades, qui parlent d'un tsunami. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça en Brière. D'un tsunami avec une ancienne forêt. Enfin, alors ça, c'est assez classique. Quand on ne sait pas, il y a des catastrophes parce que c'est très simple à expliquer, les catastrophes. Alors en fait, là, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, vous voyez bien que les dates les plus anciennes qu'on ait pour les Mortas, pour l'instant, c'est autour de 3700 avant Jésus-Christ. D'accord? Et les dates les plus récentes qu'on ait, nous, on est autour de 1700. Donc on est à l'âge du bronze moyen. Donc vous voyez bien que c'est un peu long pour un tsunami. Donc ça ne marche pas. Par contre, si vous vous rappelez, quand je vous disais que, en gros, on passe de la mer au marais à peu près à 3500. Normalement, on ne peut pas avoir du coup des chênes qui poussent là, puisque c'est la mer. Bah, en fait, c'est parce que ces chênes-là, eux, ils n'ont pas poussé sur l'argile bleue, ils ont poussé au bord de rivières qui donnaient dans la mer, et qui après ont été recouverts par la tourbe. Donc ils sont plus vieux. Et donc effectivement, on peut trouver ça. Tout ça, c'est lié aux anciennes rivières avant qu'il y ait donc le vrai passage à la tourbe. Et ça, tout ça, c'est du Morta classique, on va dire. Voilà. Et là, on est autour de 2500 avant, et on peut aller jusqu'à 3500 max. Alors, à quoi ça ressemble des Mortas? Alors, les Mortas, en Brière, on utilise plusieurs... les Mortas, la plupart du temps, c'est ce que je vous passe là, c'est-à-dire c'est du chêne, c'est noir, les cernes sont très très serrées. Ça correspond à ça. Souvent, il y a des cristallisations blanchâtres. Vous en verrez un peu au milieu de l'échantillon que je vous fais passer. Vous verrez des petites taches blanches. Donc ça, c'est typique aussi des Mortas. Et c'est du chêne. Alors, vous voyez ici le diamètre. Ça fait 50 cm. Donc, on va dire celui-là, il fait peut-être 60. Et 60 cm, c'est pas beaucoup pour un chêne. D'accord. C'est pas du tout comme un chêne de forêt primaire, par exemple, où il faut vous mettre à 2 pour faire le tour. On est sur des chênes qui peuvent être vieux, mais qui poussent difficilement. D'accord. Donc ça ne fait pas des gros arbres. Et aussi, parfois, on trouve ce que certaines personnes appellent des mortas rouges. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ça, qui, eux, ne sont pas des chênes, d'accord, qui peuvent être plus souvent de l'aulne ou noisetier. On a eu aussi du noisetier, qui peuvent avoir une couleur un peu rouge comme ça, mais qui, eux, ne sont pas du tout solides, c'est pas du tout dur, en fait. Ça se casse très facilement. Nous, des troncs comme ça, parfois, on les traverse avec la tarière, parce qu'on en retrouve plein des aulnes. L'aulne, c'est un arbre qui aime bien l'eau, et donc on a plusieurs moments en Brière où la Brière a été entièrement recouverte d'une forêt d'aulnes et de bouleaux et de saules. C'est arrivé plusieurs fois, et donc du coup c'est normal qu'on en retrouve plein. Là je vous ai mis un exemple, donc ça à gauche vous avez du Morta, ça c'est assez typique. Vous voyez la taille un peu des cernes de croissance, et là vous avez un chêne normal. Donc là, ça c'est 1 cm. C'est à peu près la même échelle ici. Vous voyez que bon, ça n'a rien à voir. Par ailleurs, ça c'est un arbre qui a été coupé pour dégager le terrain pour les pelles mécaniques cette année. Et vous voyez que là ça va, mais que ici là il commence à avoir du mal. Alors peut-être à cause de niveau d'eau un peu haut, en tout cas à l'endroit où il se trouvait. Donc pour nous c'est très important ces histoires d'arbres fossiles, parce que vous avez vu, ils sont très anciens. Et en fait, c'est un enregistrement annuel. Ça enregistre des informations sur l'environnement. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'eau? Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau? Plein de choses que nous, après, on peut utiliser pour reconstituer l'histoire de l'environnement de la Brière. Alors, tout ça, ce sont des travaux en cours. Hein. Je ne peux pas vous donner le résultat de tout ça tout de suite. Donc après, voilà, on fait plein de trous partout. Je vais avancer un peu plus vite. Donc voilà, comme je vous disais, on peut aller jusqu'à 6 mètres sans grand problème. Alors, c'est plus confortable jusqu'à 4 mètres. 6 mètres, c'est vraiment si on est motivé, quoi. Parce que à 6 mètres, ça commence à devenir très lourd et surtout mou. Donc, c'est pas facile à manipuler. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve comme type de sédiment en Brière? Donc, si vous creusez en Brière, qu'est-ce que vous allez trouver? En bas, vous allez trouver des argiles bleues, alors qui sont parfois un peu... Alors là, la couleur n'est pas super, mais croyez-moi, c'est bleu. Donc des argiles bleues avec parfois des petites cristallisations blanchâtres, des petites racines de roseaux qui sont prises dedans, notamment au sommet. Après, vous avez de la tourbe. Alors on dit phragmite, ça c'est pour faire scientifique, mais ça veut dire roseau. Okay. C'est une tourbe de roseau.
C'est pas une tourbe de sphaigne, par exemple, pour ceux qui connaissent ce type de plante. C'est assez typique pour les tourbes, mais la Bruyère, absolument pas. Il y a un seul endroit en Bruyère où on a trouvé une tourbe à sphaigne, mais c'est lié à une rivière qui alimentait la rivière il y a 4000 ans. Donc ça n'a rien à voir. Mais sinon, c'est simplement du roseau qui est parfaitement conservé. Hein. On sort des bouts de bois, du roseau. Donc ça, c'est une belle tourbe. Là, vous avez on va trouver au sommet, c'est plutôt du limon organominéral, où là, en fait, la matière organique a déjà été un peu digérée. Et puis, en bordure des îles, vous pouvez trouver comme ça du sable, des argiles, avec des charbons. Et là, les charbons que vous avez là, bah, on va les dater, mais on a déjà fait plusieurs dates de ce type de charbon en bordure des îles en Bruyère. Et quand vous datez ça, vu leur position, vous datez le moment où bah, nos ancêtres ont attaqué la forêt primaire. C'est les essartages que je vous montrais tout à l'heure avec les gens qui attaquent la forêt. Les premiers agriculteurs, quand ils arrivent, bah, évidemment, s'ils font du feu pour pouvoir faire de l'agriculture derrière, mais tout ça, ça crée de l'érosion. Cette érosion, elle se dépose autour des îles. Et nous, on peut retrouver du coup ces charbons-là et dater le moment où l'île elle a été occupée par les humains pour la première fois. Puis on peut avoir des tourbes où ça se mélange un peu. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà ce que ça peut donner. Donc là, vous avez un log. Donc à l'intérieur, hop, on descend. On a toutes ces couches. Là, on en a d'autres, etc., de proche en proche. Là, on est entre deux îles de Brière. Pour ceux qui connaissent, ici, c'est Pendille, donc Saint-Joachim, là où il y a l'église de Saint-Joachim. Et ça, c'est l'île d'Aignac. Donc, vous savez, il y a un espèce de gros rond-point. Le gros rond-point, il est là. Voilà. Et donc, nous, on a fait des trous tout le long du canal. Et ça nous permet de voir toute la couche de tourbe que l'on a, la couche d'argile marine, et sur les bords, des traces de charbon et d'occupation. Ici, on a des traces d'occupation à peu près de 2000 ans avant Jésus-Christ, pour ce qui est de Pendille. Ce qui est le plus ancien qu'on ait pour Pendille. Parce qu'avant, on savait juste qu'il y avait, au Moyen-Âge, il y avait quelqu'un. Maintenant, on sait que c'est occupé depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Autre exemple, avec ici d'autres dates. Donc maintenant, je pense que vous connaissez ça par cœur. Hein. Donc vous avez en haut de la tourbe. Alors ici, on est proche d'une rivière, donc on a en plus des dépôts en gris qui sont liés à de la rivière. Ça, c'est du remblai qui est lié à l'activité de curage. Là, ça, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Et là, en dessous, vous avez de l'argile bleue et un foyer et une autre argile bleue. Et ça, en fait, cette autre argile bleue, elle correspond à un reste, on va voir si vous avez suivi, de l'interglaciaire d'avant. Vous vous rappelez, il y a 130 000 ans, quand c'était 4 degrés de plus, en fait, il en reste des sédiments de cette argile-là, qui est cachée en Brière sur les bords. Et donc là, on a, par endroits, quand on est assez vraiment très très loin du centre de la Brière, on peut retrouver des restes de la sédimentation, donc de la vase, qui s'est déposée il y a 130 000 ans, à l'époque de l'homme de Néandertal. Et ça, c'est rarissime. Ça fait vraiment partie des sédiments que tous les chercheurs qui travaillent sur l'environnement ancien veulent trouver, parce que de l'éhémien, ça s'appelle de l'éhémien, c'est très rare. Donc voilà, ça je vous l'avais déjà montré, donc c'est l'évolution du niveau d'eau. Et là, alors on va pas rentrer dans le détail, mais là nous on a daté un peu tous les mortas qu'on trouve, puisque si vous avez bien compris que les mortas, vu qu'ils meurent quand ils ont les pieds dans l'eau, ils vont mourir en fonction de l'altitude dans le temps. Donc si nous on les prend tous, on va avoir une jolie courbe qui va nous documenter la remontée du niveau d'eau en Brière, qui a une valeur même au niveau du niveau marin, au niveau international. C'est vraiment une donnée hyper importante. Donc nous, voilà, on associe toutes ces données-là avec toutes les données topographiques qu'on a, et on commence à construire ce type de courbe. C'est juste un document de travail. Hein. C'est un boulot qu'on commence. Autre chose qu'on a trouvé, vous vous rappelez cette courbe-là? Il fait chaud, il fait froid. Vous voyez ici, là on est dans il fait froid, et puis il y a un moment, il fait un peu moins froid. Okay, ici, là, il fait un peu moins froid. Et en Brière, on a trouvé des petites racines et des pollens qui datent de il fait un peu moins froid. Et là, on était il y a 35 000 ans. Donc il y a 35 000 ans, on a plutôt du mammouth, du renne, des choses comme ça. Et on a retrouvé des pollens qui datent de ça. Donc pour information, c'était du pin et du genévrier. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a après. Hein. C'est vraiment des arbres qui poussent dans des milieux très froids, type taïga, si ça vous parle. On est plus dans une ambiance Sibérie, en fait. Et ça, on l'a retrouvé en Brière, on s'y attendait pas. Donc voilà, je vous le précise, parce qu'il y a aussi un potentiel
pour du paléolithique et pour des vestiges de Néandertal en Brière. Simplement, là, on était à plus d'1,50 m de profondeur, donc il faut quand même creuser. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Donc cette année, ça reste à faire. On a des logs à faire à l'intérieur ici. On a fait le tour de l'île de Mazin, mais on n'a rien trouvé parce qu'en fait, on est assez loin des berges. Et dernièrement, on a terminé le suivi du canal de ceinture du côté de Camer. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, Camerin, c'est ici. La Chapelle des Marais. Donc les fossés blancs, pour ceux qui voient où c'est, tout au nord, c'est ici. Donc on est parti des fossés blancs, et après on a cheminé le long du canal de ceinture, qui est un canal très très profond, en fait. Il y avait plus de 2,50 m de vase à enlever, ce qui est beaucoup pour un canal en Brière. Voilà, on n'a pas trouvé grand-chose. Donc ça, c'est le tour de l'île de Mazin. Alors là, ce que vous voyez, ça, c'est une image faite au lidar, justement. Vous vous rappelez le laser là, qui balaye tout? Ça nous permet d'avoir des vues en 3 dimensions très précises de la topographie, où on voit le moindre truc. On voit la moindre petite parcelle, même une pelle mécanique qui est passée quelque part, on voit ces ornières, en fait, au lidar. Et là, vous voyez que, en fait, le canal, à part au nord, ici, en fait, il est assez loin des bords. Et on n'a rien trouvé. on était dans de la tourbe tout le temps et vraiment loin, très très loin des bords. On retrouvait juste un tout petit peu de charbon qui provenait de l'activité des humains sur l'île, mais c'est tout ce qu'on a trouvé, on n'avait pas de vestiges. Ici, c'est un peu différent. Le lidar nous avait montré qu'on avait ça. Vous voyez cette espèce de patate là? Ça, c'est une ancienne île qu'on avait pu voir détecter grâce au lidar. Et donc là, on s'est dit, mais c'est formidable. Le canal, on s'est dit, ça va être comme la première année. Vous vous rappelez le truc avec le lidar où on avait coupé le... On s'est dit, super, ça va être pareil. Et alors, effectivement, on a bien coupé cette ancienne île. On avait bien les rives de l'époque avec des arbres, avec tout ce qu'il fallait, mais pas la moindre trace d'humain. On avait juste des traces de feu, donc peut-être qu'ils s'en servaient pour de la pâture ou de l'agriculture, mais on n'a pas trouvé de vestiges archéologiques ici. Et ici, on avait un potentiel aussi, on ne l'a pas trouvé. Le seul truc qu'on ait trouvé, je suis désolé, je ne l'ai pas en photo parce que je suis encore en opération, donc actuellement c'est dans une caisse, dans l'eau. Mais on a ici, on a trouvé une pièce de bois qui pourrait être une pièce de bois d'un bateau très ancien. Mais je ne peux pas vous dire plus pour l'instant. Il est dans l'eau, on va l'étudier, ce sera dans le rapport de cette année qu'on rendra avant mai prochain. Donc cette année, on n'a pas vraiment trouvé beaucoup d'archéologie, mais des trucs, enfin beaucoup de choses intéressantes sur l'histoire de l'environnement, notamment les traces d'un ancien incendie. Alors ça, c'est super intéressant, parce que sur plusieurs kilomètres en Brière, l'avantage de suivre les pelles mécaniques, on regarde tout le temps ce qu'elles creusent, c'est que si on voit tout le temps la même chose, on s'en rend compte. Et si on voit quelque chose de bizarre longtemps, on s'en rend compte aussi. Et en fait, je pense que vous voyez ici, alors ici vous avez, donc, je vous écoute, non, les argiles marines, là un petit niveau noir, la tourbe, et ici vous voyez vous avez un autre niveau noir, et retourbe. Et en fait, si on regarde là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Donc là vous avez de la tourbe avec du bois, et ce bois il est carbonisé, en partie, et on a un niveau à charbon qu'on a pu suivre sur des kilomètres. Et vu son altitude, puisque vous avez compris, il y a une relation entre l'altitude et la datation en Brière, vu son altitude, c'est quelque chose qui a plus de 4000 ans. Et donc il y a plus de 4000 ans, il y a eu un incendie qui a ravagé au moins minimum le quart nord-est de la Brière, et je ne sais pas pourquoi. Mais je vous dis ça, ça date d'il y a 2 semaines, donc je n'ai pas encore les dates, d'accord? Mais vous aurez ça dans le rapport de cette année. Mais ça, c'est très intéressant parce que ça, c'est une action forte des humains, peut-être parce qu'ils en avaient marre des zones qu'il y avait partout et qu'ils avaient envie d'exploiter cet environnement. Je ne sais pas. C'est rare que ce genre d'incendie soit créé, enfin, comment dire, arrive naturellement. Criminel, oui, non, en tout cas lié à des humains, d'accord. Donc après, ça on connaît ça, des incendies qui ont été allumés par les gens, notamment à partir du néolithique, à l'âge du bronze et tout ça, simplement pour des pratiques agricoles, c'est assez commun. Et il n'y a pas si longtemps, en Brière, on mettait le feu pour dégager un peu et empêcher les arbres de venir, et puis voilà, ou pour la chasse, pour ouvrir des lignes de tir, ça se faisait il y a quelques dizaines d'années encore. Donc autre exemple, là je pense que vous le voyez ici,
Alors là, vous voyez, c'est assez marrant parce que argile bleue, tourbe avec plein de bois, là c'est de l'aulne, incendie, oh, il n'y a plus de bois. Donc, alors ça ne veut pas dire que c'est ça, hein, mais je vous dis juste que ça, c'est quelque chose qu'on a observé plusieurs fois, en fait, en stratigraphie, où effectivement, dans la partie inférieure de la tourbe, c'est vraiment une tourbière avec beaucoup d'arbres, un petit peu comme le lac de Grandlieu, si vous connaissez. Le lac de Grandlieu, c'est un lac qui est hyper frustrant, parce que vous y allez, vous ne le voyez pas, en fait. Donc, vous ne voyez pas l'eau. Vous dites, ah, je suis au bord du lac, mais tout ce que vous voyez sont des saules, des aulnes, parce que c'est une forêt, en fait. Et ben, la Brière, ça ressemblait à ça, à l'origine. Et après, peut-être après, justement, cette mise en valeur par l'homme de cet espace-là, mise en valeur par l'homme qui va jusqu'à maintenant, parce que c'est toujours un environnement qui est maîtrisé par les humains, hein, la Brière, et ben là, on a beaucoup moins d'arbres. Bon, tout ça, je vous dis ça, ce sont des données qui datent d'il y a quelques semaines, donc laissez-nous le temps de digérer un peu tout ça. Nous, on va faire pas mal de dates au carbone 14 pour voir comment tout ça, est-ce que ça se corrèle. Mais s'il y a une corrélation entre toutes les dates, ça nous fera aussi ce que nous, on appelle un niveau repère. C'est-à-dire pour les gens qui feront des études plus tard en Brière, ils sauront que s'ils font un trou et qu'ils touchent des charbons, la date, c'est ça. Parce que nous, on l'aura déjà daté, et si elle est homogène, ça sera valable pour tout le monde. Et ça, c'est pratique. Donc voilà, on avait un contexte qui était très favorable, en bordure donc, de ces anciennes îles, c'est ce que ma collègue est en train de gratter là, avec pas mal de bois, des niveaux organiques, où on aurait pu tout avoir de conservé. S'il y avait quelqu'un qui avait laissé une chaussure il y a 4000 ans, elle y serait toujours, mais on n'avait strictement rien. Pas un morceau de céramique, pas un silex taillé, rien du tout. Donc voilà, ça arrive. Sinon, donc, petite partie de discussion maintenant avec un peu ce qu'on fait autour de tous ces travaux-là. Donc, chaque année, on fait des conférences. Voilà, c'est fait. Mais on fait aussi un peu de médiation avec les scolaires, comme on peut. On a aussi alimenté un petit peu le projet de réserve UNESCO, parce que le patrimoine que vous avez ici en Brière, c'est ce qu'on appelle une archive du climat. Et c'est très rare. Et ça mérite d'être valorisé, d'être exploré. On a fait aussi un jeu vidéo que vous pouvez tester. Alors c'est un jeu vidéo qu'on a fait dans le cadre d'un concours de création de jeux vidéo en un week-end. Donc vous attendez pas à voir Assassin's Creed, hein, ok. Mais bon, par contre ça prend comme sujet ce qu'on fait en Brière. Donc vous pilotez en 3D sur une planète de tourbe. Donc il y a une île et vous pilotez une pelle mécanique. Là vous avez la stratigraphie que maintenant vous connaissez par cœur, d'accord. Vous avez le caillou, les argiles marines, la tourbe, ok. Donc avec ça, normalement, vous devriez trouver le village de l'âge du bronze, qui est posé sur son île. Donc le but du jeu, voilà, c'est de trouver des trucs, voilà. Ça permet d'aborder le sujet, et c'est un jeu qui a déjà été utilisé par les médiateurs du parc pour des travaux avec des scolaires ou pour des projets pédagogiques, parce que ça permet de mettre en valeur de manière ludique aussi des données actuelles sur la Brière. Donc ça se joue en ligne, hein, il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit, vous allez dessus, l'adresse est là. Sinon vous cherchez Planète Bog, jeux vidéo, ou Planète Bog Brière, vous devriez trouver. Autre sujet aussi, qui a permis quand même un petit peu d'aborder nos travaux, c'est le problème de l'érosion. Ça nous est arrivé plusieurs fois d'arriver, donc dès qu'il y a le pompage de l'eau, c'est le cas ici, là on est on est au sud-ouest de Pendille. Là, vous avez, au fond ici, le canal qui a été creusé plutôt dans le caillou. Donc là, en fait, il n'a pas changé de largeur, parce qu'en fait, des deux côtés, c'est dans du dur. Ici, c'est le même canal, mais qui rentre dans un endroit où il y a plein de tourbes. Donc là, vous avez le canal d'origine, et tout ça, c'est de l'érosion. D'accord ? Ce sont les bords, parce que creuser des canaux dans de la tourbe, à la base, c'est pas une bonne idée. D'accord ? Parce que ça s'effondre, la tourbe. Donc s'il n'y a pas un travail de stabilisation, il ne faut pas s'étonner que ça s'élargisse, c'est normal. Sauf que, alors nous, on trouve ça super en tant qu'archéologue, mais parce que, par exemple, vous avez des bois ici, ça sont des mortas, en fait, ils sont directement dégagés par l'érosion de la tourbe. La tourbe s'en va et nous laisse les vestiges en place, comme ça. Donc on peut les observer directement. Après, vous avez de l'érosion aussi. Je pense que vous l'aviez peut-être déjà vu, je vous ai remis la même image, mais je pense que vous voyez la forme du canal. Vous voyez que là, vous avez le canal d'origine,
Et puis bah, tout ça, c'est l'élargissement qui est lié aussi à l'action des pelles mécaniques. Parce que les pelles mécaniques, bah, quand ils creusent, bah, malgré tout, comment dire, on dit souvent en Brière, moi c'est ce qu'on m'a dit au début, vieux fond, vieux bord, je sais pas si ça parle à certains. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un canal, on va pas plus profond que le fond, le vieux fond, et on va pas plus au bord que les vieux bords. Alors vieux fond, je suis à peu près ok. C'est rare que les gens surcreusent. Par contre, les bords, ils se font. Mais c'est normal en fait. C'est lié même à l'action des pelles mécaniques en fait. Ce type d'action de curage favorise l'élargissement des canaux, c'est sûr. Nous, on a des tas de vidéos pour documenter ça. Et c'est normal en fait. Faut pas. Moi, j'en veux pas du tout aux pelleurs. Hein, c'est normal. Mais voilà, le problème, c'est que c'est de la tourbe et que ça tient pas, quoi. Donc, mais ça, c'est pas mon problème. C'est plus le problème du parc. Après, voilà, bon bah c'est la tourbe. Bah, je vous l'ai dit, c'est une archive du climat, de l'environnement. Il y a de l'archéo dedans, donc c'est du patrimoine qui est menacé par l'érosion aussi. S'il pouvait y en avoir moins, ce serait super. Alors, ce qu'on n'a pas trouvé, parce que je vous ai montré ce qu'on a trouvé, mais ça, on l'a pas trouvé. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est un village de l'âge du bronze conservé dans la tourbe. Il est très connu, il s'appelle Must Farm. Ça, c'est ce qu'on cherche depuis le début, en fait. Hein. Alors, on l'a pas trouvé. On n'a pas non plus trouvé de pirogue. Alors, sans doute, bah, ça, vous en verrez demain, je pense. Au niveau moi, je pourrais pas être là, hélas, mais vous verrez des pirogues qui sont liées notamment bah, au Brivet. Mais nous, on n'en a pas trouvé. Alors, pourquoi? Bah, c'est parce qu'en fait, une rivière, c'est pas un marais. Une rivière, on navigue dessus. Un marais, bah, s'il n'y a pas de cours d'eau ou de canaux, bah, vous ne naviguez pas dedans. Donc nous, on a fait des kilomètres et des kilomètres de suivi au milieu d'un marais. Alors maintenant, on sait repérer les rivières qui sont sous la tourbe, sauf qu'à chaque fois, on les observe sur 30 mètres. Et en plus, quand on les observe, c'est très profond, c'est de la vase, et si nous, on descend dans le... C'est très dangereux, en fait, de descendre dans le canal pour aller observer. Donc on essaie de l'observer en sécurité autant qu'on peut, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas trouvé de ça. Et on n'a pas non plus trouvé de momies. Parce que ça, c'est très connu en archéo, les momies dans les tourbières. Là, je vous ai mis le plus mignon, l'homme de Tolund, mais il y en a d'autres. Alors lui, il a été garrotté, mais il y a toutes sortes de supplices associés à ça pour les gens qui étaient a priori soit sacrifiés, soit ils avaient fait vraiment un truc pas bien, et ils ont fini dans une tourbière. Après, ils sont très très bien conservés, donc il faut savoir que bah, ça conserve tout. Hein. C'est-à-dire que là, on a dans son estomac ce qu'il avait mangé la veille de sa mort. Hein. Par contre, on n'a pas les os. Ça paraît un peu bizarre, mais en fait, les os, vos os, c'est du calcaire, en fait. Et ça fond dans la tourbe, parce que c'est acide. Donc, faut imaginer quand même, alors, on se disait, ce serait bien si on en trouvait un. En même temps, si on en trouvait un, ça va faire bizarre. Bah oui, parce que un sac mou, voilà. Donc, on n'en a pas trouvé. Mais si jamais vous en trouvez, sachez que avec une momie comme ça, vous avez assez de données archéologiques pour faire un musée. Hein. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez Otzi, par exemple, dans les glaces. C'est à peu près le même genre de choses. C'est très très riche parce que là, vous avez tout, les tatouages, les cheveux, les vêtements. Mais on n'a pas trouvé. Donc là, je vais passer relativement vite. Nous, au-delà donc de ce travail qui est mené en lien avec le SBVB, on lance un projet collectif de recherche. Donc pour créer une référence chronostratigraphique, c'est-à-dire sur les couches et le temps à l'échelle de la Brière, explorer tout ce qui peut être lié à l'histoire de l'environnement depuis 130 000 ans. Vous vous rappelez 130 000 ans? C'est les restes de l'interglaciaire d'avant du temps de Néandertal, puisqu'on sait qu'on en a en Brière. Donc on aura l'histoire de la végétation avec la palynologie, donc l'étude des pollens. Ici, vous avez un magnifique petit pollen de pin, pour ceux qui aiment les pollens. Après, étude donc des mortas, évidemment, puisque les mortas, ce sont des morceaux de l'histoire de l'environnement et des climats en Brière, avec de la xylologie, l'étude donc des cernes, c'est la dendrochronologie. On va faire de la paléoclimatologie. Alors, paléoentomologie, c'est l'étude des restes de l'entomofaune, c'est-à-dire des insectes. Parce que les insectes réagissent très très bien au changement de température. Et les coquilles d'insectes, enfin les carapaces d'insectes sont conservées dans la tourbe. Nous, on en trouve, donc on sait qu'on en a. Donc on sait qu'en étudiant ça, on peut faire une courbe climatique locale la plus précise qu'on puisse avoir en Europe. Donc ce serait super. Après, c'est du boulot.
puis le problème, c'est que des paléoentomologues, il y en a une poignée en France, et voilà, ils ont tous du travail pour plusieurs générations, donc je ne sais pas si on pourra le faire. On va faire de la sclérochronologie sur les coquilles, parce que vous vous rappelez des argiles marines, quand c'était la vase, et en fait, dans ces argiles, on trouve des coquilles, des sortes de palourdes, si vous voulez, qui sont, on trouve c'est ça en fait, on trouve exactement les mêmes, par exemple dans la baie de Saint-Brieuc, si vous connaissez, ce sont des grandes baies où il y a pas mal de vases, et où en fait il y a des sortes de palourdes qui vivent là-dedans. Si vous creusez dans l'argile bleue en Brière, vous tombez sur ces palourdes. Sauf que ces palourdes, elles forment des stries, un petit peu comme les arbres, toujours la même histoire. Et donc en analysant chacune de ces stries, on peut aussi reconstituer des courbes de salinité, des courbes de climat, des courbes de chaleur, etc. Donc ça, on va le faire. On va faire aussi de l'étude de l'ADN, parce qu'en fait, on a contacté 2 chercheuses qui travaillent sur ce qu'on appelle l'ADN sédimentaire. Donc dans un petit cube grand comme ça de tourbe, on va pouvoir extraire tous les ADN qui sont associés. À la fois l'ADN de la végétation, l'ADN des bactéries, l'ADN des maladies, l'ADN de tout ce qui vivait à l'époque. Après, ça demande un travail énorme sur les données, puisqu'en gros, chaque échantillon, tous les centimètres, faut imaginer qu'en données, c'est un disque dur par échantillon. Vous empilez les disques durs tellement vous avez de données. Et après, par contre, ces données-là, ça va créer une banque de données d'ADN sur la Brière qui va pouvoir être exploitée par les chercheurs tout le temps, quoi. Parce qu'après, on ne peut, c'est une donnée, si vous voulez, vous savez qu'on peut séquencer l'ADN, par exemple, de personnes, mais vous pouvez séquencer une espèce, je sais pas, le castor, par exemple, et donc après, il faut poser la question. Il faut dire, voilà, la séquence du castor, c'est ça, est-ce qu'il y a du castor dans cet échantillon? Alors ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça dit, oui, il y a du castor, non, il n'y en a pas. Donc c'est long comme travail, parce qu'il y a plein de bestioles, et que tout n'est pas encore séquencé. Donc il faut savoir que ça, c'est un travail qui va être cofinancé par la Carène, d'ailleurs, qui nous a aidé là-dedans. Hop. Donc, on va reconstituer une courbe de variation des niveaux d'eau. On va modéliser donc les anciens environnements et les anciennes topographies, donc des derniers 10 000 ans de l'Holocène, mais au-delà. Et confronter ça aussi avec, évidemment, les paysages néolithiques, c'est-à-dire comment les gens avaient construit leur espace au néolithique, où est-ce qu'ils avaient posé les menhirs, où est-ce qu'ils avaient posé les tombes de leurs ancêtres, etc. etc. Donc, on va mélanger l'archéologie et l'histoire du climat et de l'environnement. On va synthétiser tout ça pour faire ce qu'on appelle des zonages géoarchéologiques, c'est-à-dire dire attention, à tel endroit il y a une île, donc là il faut faire attention, par contre là ça sert à rien de faire de l'archéologie, histoire de faire de l'archéologie uniquement là où c'est utile, parce que nous on s'en est tapé des kilomètres dans du rien. Donc maintenant on le sait, donc on apprend, donc on va pouvoir faire des zonages précis pour faire que voilà, quand on vient c'est vraiment pour des choses intéressantes, et on va pouvoir aussi quantifier précisément, puisque nous on a beaucoup d'informations stratigraphiques, la quantité de carbone que représente la Brière. Alors c'est un vaste sujet, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous savez qu'il y a des puits de carbone, donc des endroits où il y a du carbone qui peut être stocké, et les gens qui ont des puits de carbone, ils peuvent vendre du droit à polluer à des gens qui émettent du carbone. Il y a toute une économie, une sorte de martingale qui existe autour de ça, mais en tout cas pour la Brière, il faut des données précises. Et nous, on en a beaucoup. Donc on va pouvoir, mais nous pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que la Brière, c'est un stock de carbone, c'est pas un puits en fait. Parce que nous, les dates les plus hautes qu'on ait, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc depuis 1000 ans avant Jésus-Christ, ça stocke quasiment pas de carbone, la Brière. C'est plein. Ah oui, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais quand vous marchez en Brière, vous êtes à peu près à 70 cm d'altitude. Okay. Ça veut dire que la moitié de la journée, vous êtes sous le niveau de la mer, aujourd'hui. Quand vous êtes en haut de la plage à Saint-Nazaire, vous êtes à 2,50 m. Quand vous êtes en Brière, vous êtes à 0,7. Okay. Donc en fait, les gens ils s'en rendent pas compte, mais c'est un polder la Brière. En fait, vous êtes sous le niveau de la mer la plupart du temps. Donc si on réouvrait, la mer entrerait de nouveau. Ce qui arrivera peut-être de toute manière, mais on ne sait pas. Donc voilà, on va faire encore d'autres logs. On va faire de la géophysique, donc utiliser des sortes de radars pour lire ce qu'on a dans le sous-sol. Des carottages, des échantillons, travailler sur les mégalithes. Donc les mégalithes, je rappelle, je vous ai remis la carte, c'est un patrimoine qui est exceptionnel, qui est peu connu. Alors il est peu connu en Brière, il est super connu juste à côté là, mais ici pas trop.
Menacé, quand je dis menacé, c'est qu'il y a encore des destructions, il y a pas très, très longtemps, il y a quelques années, on a encore eu des destructions de mégalithes en Brière. Donc, il y a vraiment pas longtemps. Et c'est la trace d'une construction paysagère qui a plus de 5000 ans, donc ça c'est vraiment incroyable. Et donc c'est quelque chose qu'on va faire avec donc, mon service, le service archéologie de Loire-Atlantique. Donc moi et certains de mes collègues, on travaille sur ce projet, avec le service régional de l'archéologie, donc préfet de la région de Pays de la Loire et la DRACT, le syndicat du bassin versant du Brivet qui nous aide aussi pour ce projet, le parc bien sûr, et la Carène. Donc on a plein d'acteurs, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi je fais tout ce qui est synthèse, stratigraphie et géoarchéologie. On a des chercheurs de Rennes, donc Simon qui va travailler sur l'analyse des sédiments, Pierre Stéphane, donc, qui est le spécialiste des niveaux d'eau et des niveaux de la mer en France, qui est au labo de Brest, qui va travailler sur la Brière. En xylologie, on va avoir Vincent Bernard, donc, qui est dendrochronologue, Magali Toriti, qui est CNRS aussi. Marc Gosselin, qui va travailler sur les coquilles et les cernes de croissance. Palynologie, on a David Aoustin, qui est le seul palynologue briéron, qui est à Rennes, mais que je fais revenir en Brière pour faire, pour faire de la palyno, et Chantal Leroyer. On a Philippe Lanos qui fait de la chronologie bayésienne, donc ça c'est des mathématiques appliquées à la chrono qui va nous travailler sur les modèles. On a de la géophysique avec le BRGM. On a les associations locales, donc Société de la préhistoire nantaise, Archives et Histoire de Saint-Liphard, qui participent notamment pour les inventaires de mégalithes, parce que c'est bien de travailler, enfin, les associations locales, c'est elles qui connaissent le mieux le terrain. Hein. Donc il y a énormément d'informations, il ne faut jamais passer à côté de ça. On a Florian Cousseau qui est à Durham actuellement, mais on va travailler sur les paléopaysages mégalithiques, donc où est-ce qu'ils posaient leur menhir, leur dolmen, comment tout ça fonctionnait ensemble, avec des datations. ADN ancien avec Morgane et Frédéric, qui sont à Rennes également, qui sont les spécialistes en ADN sédimentaire en France, avec une autre collègue de Grenoble, mais en gros elles sont 3. Et puis travailler avec Carole Thuillière, qui est quelque part dans la salle, qui se cache peut-être. Elle est là-bas. Qui travaille donc Archimède et qui travaille au SBVB, donc qui nous sort plein d'archives qu'on va pouvoir valoriser par rapport à l'histoire récente des curages et des travaux. Et avec Élodie Lefebvre du service archéo, où on va travailler sur toutes les cartes anciennes. Et donc cette année, on fait 2 carottages. Quand je dis cette année, c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après. Voilà. Le 13, 14, 15 octobre, on va faire 2 carottages. Un carottage Holocène, donc notre interglaciaire. Un carottage éhémien, le truc qui a 130 000 ans, avec Néandertal. Et tout ça, ça va nous faire des tubes en PVC avec le sédiment à l'intérieur. Après, on va faire des radiographies, des études d'analyse d'images. On va les ouvrir. Alors nous, on va ouvrir pour la palynologie et l'étude des sédiments. Et les collègues qui font l'ADN, elles vont se mettre en cosmonaute et elles vont ouvrir ça dans leur salle pour pas qu'il y ait de pollution d'ADN. Et tout ça, ça va être fait dans l'année 2026. Donc on va faire aussi, on va traverser enfin ça a été fait déjà, en fait, on l'a fait ça. On va travailler donc sur le marais indivis essentiellement. Donc cette année, on fait de la synthèse et les carottages et on travaille sur tous les échantillons l'année prochaine. Et donc du coup, voilà, c'est un projet maintenant. Enfin, ce travail qui a été fait pour le suivi des curages donc du SBVB, maintenant, ça devient aussi un projet de recherche avec des chercheurs de tout l'ouest de la France, en fait, les meilleurs qu'on ait pu trouver, en continuité donc avec les opérations d'archéologie préventive, donc avec vraiment des archives sur l'histoire de l'environnement et du climat qui sont exceptionnelles, mais qui sont encore peu connues. Alors, elles sont très très centrées autour des relations entre les humains et leur environnement, notamment depuis le néolithique, avec les mégalithes et tout ça. C'est un intérêt qui dépasse évidemment l'archéologie, puisque c'est lié aux problématiques de carbone fossile, de niveau d'eau, de changement climatique, de projet biosphère. Donc en fait, c'est ça qui m'intéresse moi dans ce projet, c'est que je ne suis pas dans mon coin à faire ma petite recherche de chercheur. C'est que c'est tout ça, je vous le présente, c'est aussi pour que ça soit vivant, et parce que c'est en lien aussi avec des problématiques qui sont très actuelles. Donc moi, le but, c'est que ça serve à quelque chose, ces recherches. Et je pense que ce sera le cas. Donc voilà, on va constituer vraiment une référence en histoire environnementale à portée internationale, ça c'est déjà le cas. Des bases solides pour l'archéologie. Et puis voilà, la première année, donc cette année 2025, on a défini toutes les méthodes qu'on allait utiliser, les potentiels, et voilà, on verra les résultats l'année prochaine. Donc ça, je vous donnerai, je pense, sans doute des nouvelles d'ici à 1 an. Une bonne année quand même.
Mais on aura beaucoup, beaucoup d'informations avec tous ces chercheurs, hein, parce que si on se met à plusieurs, ben ça fait plus de boulot, quoi. Et chacun est spécialiste dans son domaine. Donc, merci. Alors ça, c'était un A, en fait. À suivre. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on va faire circuler ce micro-là. Et moi, j'ai un autre micro à récupérer, c'est ça? C'est bon? C'est bon? C'est bon. Ouais, c'est bon. Après, s'il n'y a pas de questions. Alors, ouais, il nous reste quelques minutes pour des questions, mais ouais, n'hésitez pas. Il y avait quelqu'un avant, juste avant. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention, c'était vraiment super instructif. Et je sais que les couteliers, à l'automne, vont en quête de mortar en Brière. Est-ce que, sous contrôle, est-ce que vous profitez de leurs interventions ou est-ce que c'est eux qui profitent du fait que vous soyez avec des pelleteuses pour en récupérer? Alors, c'est fort. Donc c'est Jean-Henri, je crois, Pagnon, c'est ça? J'écorche pas son prénom. Donc qui est vers Saint-André et qui s'installe à Saint-Nazaire, là, je crois. Donc qui est coutelier, qui fait des manches de couteaux en morta. Moi, je me suis mis en contact avec lui assez vite pour au moins, enfin pour collaborer en fait. Parce que du coup, lui demander est-ce que ça l'intéresserait de participer à notre projet de recherche. Donc il fait partie du projet de PCR. Et à chaque fois qu'il extrait un morta, il me prend un point GPS et un échantillon que nous, on va pouvoir en fait intégrer dans notre référentiel de tous les mortas étudiés. Donc on a trouvé ça plus intelligent de faire comme ça. Oui, c'est super. Merci. Oui, bonjour, j'aimerais savoir si à moyen terme, il y a des techniques qui permettront de creuser ou d'assécher des zones pour retrouver des vestiges humains ou d'activités humaines. Alors, en fait, les techniques existent déjà. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le problème qu'on a n'est pas un problème technique. Le problème que l'on a, si on voulait faire ça, c'est un problème déjà d'impact environnemental. Parce que quand on fait des trous, c'est un site classé hein, quand même, la Brière. Il y a des zones Natura 2000, il y a des réserves, etc. Donc on ne peut pas faire des trous comme ça. Ensuite, ça coûterait très cher. Faut voir par exemple que c'est quelque chose que je disais souvent aux étudiants quand on me posait ces questions de problèmes techniques. Par exemple, aux États-Unis, ils ont fouillé un bateau qui avait coulé au large de l'estuaire du Mississippi. Il y avait un bateau qui avait coulé, qui était très important dans l'histoire des États-Unis. Ils l'ont fouillé au sec. Ils ont fait des énormes parois autour. Après, ils ont pompé la mer et ils l'ont fouillé au sec. C'est pas un problème technique, c'est un problème de moyens. Donc nous, on pourrait tout à fait utiliser par exemple des techniques. Alors on va utiliser des techniques, j'en ai parlé très vite, hein, excusez-moi, mais j'ai déjà parlé très très longtemps. On va utiliser des techniques de géophysique, donc des sortes de radars pour lire ce qu'il y a dans le sous-sol. On va l'utiliser dans un certain cadre, pour l'instant pour retrouver les anciennes rivières, où était le Brivet avant, à quelle profondeur, etc. Pour déjà recaler les grands ensembles géographiques. Après, on va chasser les îles, pour savoir où étaient toutes les îles. Une fois qu'on aura les îles, on pourra essayer de voir est-ce qu'il y a des vestiges sur les îles, mais il faut aller dans cet ordre-là, vous voyez. Donc une fois qu'on aura les îles, là on pourra essayer de trouver de l'argent pour utiliser des techniques de, entre guillemets, radar, donc c'est de la géophysique, pour essayer de lire s'il y a des vestiges ou pas, effectivement. Mais on a d'autres étapes à franchir avant d'arriver là. Ça, c'est faisable. Actuellement, c'est un peu cher quand même. Mais tout dépend des moyens qu'on arrive à avoir, parce qu'à un moment, il faudra aussi qu'on change d'échelle en termes de recherche de financement, vu l'intérêt en fait du sujet et de la Brière, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire. On a les techniques, en fait, on sait faire, mais c'est une question d'argent.
Question toute bête, la tarière, là, on connaît des tarières qui nous arrivent à peu près à la ceinture. Celle-là, comment vous le faites pour l'enfoncer? Ça rentre comme dans du beurre ou Alors, et oui, non mais oui, je ne l'ai pas dit, mais alors c'est une tarière donc avec un système où on peut mettre des rallonges, bien évidemment. Donc, au début, elle a la taille d'une tarière normale, yes. puis après on a des sortes de rallonges. C'est un peu des systèmes à baïonnettes comme on avait sur les vieilles tentes de camping, là, avec des petits picots. C'est un D'accord. machin comme ça, avec des tubes qui coulissent là pour bien serrer. Et avec ça, on peut rajouter comme ça des longueurs. Mais donc on commence en faisant un petit trou jusqu'à 1,50 m. En fait, après, le bout là, tout en haut, ici, ça c'est télescopique en fait. Donc ça Ouais. nous permet d'ajuster aussi parce qu'il ne faut pas non plus qu'on travaille comme ça. C'est facile de se faire mal au dos en fait en faisant de la tarière. Même dans de la tourbe, quand on commence à avoir 4 mètres de train de tige, c'est lourd. Et ça rentre quand même assez facilement. Oui, alors ça dépend dans quoi, par exemple. Quand on est dans l'argile bleue, elle est très très compacte. Et si vous tombez sur un morceau de bois, par exemple? Alors, tout ce qui est aulne, saule, noisetier, on le traverse comme du beurre. Le bois rouge, là, le morta rouge. Ouais. Par contre, le morta, c'est fini. On tape dessus, c'est trop dur. Alors, je ne sais pas où il est rendu, le bout de bois. Vous recommencez, okay. vous recommencez à côté, du coup. Oui, c'est ça, si vous calez, exactement. Mais alors, c'est un peu embêtant pour le morta, quand c'est du morta, parce que, si vous avez bien compris, le morta, il est tout en bas de la tourbe. Donc, quand on tape dessus, on est déjà descendu d'1,50 m, quoi. Donc, c'est un peu... Départ à zéro. Ouais. Et qui finance, qui finance ces études? En fait, ça, c'est pour l'instant, tous les travaux qu'on a faits, ils ont été faits en lien avec le suivi du curage, donc c'est de l'archéologie préventive, donc c'est du diagnostic archéologique, et en fait, c'est financé par une redevance globalement, en fait. Par contre, le projet collectif de recherche, il est financé par le ministère de la Culture, la Carène et le département de Loire-Atlantique. Voilà. Il y avait une question juste devant vous, je crois. Attendez, le micro arrive, c'est pour les... Merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure de morta typique. Oui. Et ça signifie que peut-être certains sont atypiques. Oui, c'est vrai. J'ai pas développé là-dessus. Ouais. Oui. Et puis une autre chose aussi, quand à proximité de chez nous, il y a des gros blocs de granit qui débordent de la terre, est-ce que ça peut signifier que quelque chose est intéressant sur le secteur? Alors, pas forcément. Je commence par votre dernière question, parce que c'est facile, c'est oui. Oui. Voilà. Les gros cailloux, c'est toujours intéressant. Bah oui. Après, ça peut être quelque chose, un affleurement naturel. Oui. Ça peut être un affleurement naturel qui a été utilisé par les humains. Pour faire des polissoirs ou des choses comme ça, pour travailler de la matière, ou pour servir d'abri. Parfois, quand on a un petit abri avec de la terre en dessous, si on creuse un peu, on peut tomber sur un endroit où les chasseurs-cueilleurs venaient faire leur pique-nique quand ils se baladaient. Donc ça, c'est toujours bien. Et après, ça peut aussi être des mégalithes, bien sûr, donc une construction volontaire. Ça, on ne sait pas, il faut vérifier. C'est sur Saint-Joachim, c'est tout près. Ouais, n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai. Ouais, je veux bien. Et donc, votre première question, c'est sur les mortas atypiques. Oui. Alors, donc, morta typique, c'est celui que je vous ai passé. C'est-à-dire, en fait, il meurt parce qu'il y a trop d'eau. Oui. Okay. Mais ça nous arrive de tomber sur des mortas qui sont beaucoup plus hauts. Donc, eux, ils sont dans la tourbe. Sauf que eux, on les trouve uniquement quand on est près des rives. Vraiment. Et souvent près des rivières. Avec des pentes assez fortes. Et ça, ce sont des arbres, on le voit. Hein. Eux, ils n'ont pas les cernes tout serrés. Eux, ils ont bien poussé. Ils sont arrivés dans la tourbe et dans la rivière parce que quelqu'un a dû les y mettre ou un chablis suite à une tempête, etc. Mais ça, du coup, c'est atypique pour nous. Parce que vraiment, la majorité des mortas, ils correspondent à l'histoire que je vous ai racontée avec la remontée du niveau d'eau. Et du coup, de temps en temps, dans certains contextes, on peut taper des mortas dans la tourbe plus haut, mais à ce moment-là, on est près des berges et d'anciennes rivières. Et donc, ils sont atypiques. Et ils sont atypiques parce qu'ils n'ont pas la même densité, puisque les cernes sont, eux, normaux. Ils ont poussé correctement. Ils n'ont pas subi cette torture qu'ont subi les autres mortas, mais qui crée aussi cette matière si particulière, si dense aussi. Voilà. Merci beaucoup. Une question derrière? Ah oui. Je voulais vous demander, moi, vous avez déjà recreusé Mazin il y a quelque temps, là. Mais vous pensez trouver quelque chose? Parce que en 40 ans, ça fait déjà la 3e fois que c'est nettoyé, là. Alors je pense que s'il y avait quelque chose à trouver, ça aurait été plus facile sur le côté que dans le canal. Ah bah c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu sans doute des choses qui sont sorties. Vous avez vu les choses que nous, on trouve. Parfois, c'est des petits morceaux de silex qui sont grands comme ça.
Donc il y a certainement eu beaucoup de choses qui ont été détruites. Et nous, même à Mazin, par exemple, puisqu'on a fait le tour cette année, et à Mazin, il y a plein d'endroits où on n'a rien pu voir. Parce que nous, on ne peut voir que quand les bords sont grattés. Mais pourquoi ne pas élargir le canal et puis vous aurez peut-être trouvé des choses qui ça, moi, je veux bien. Qui avaient été mises il y a quelques années. Je veux bien, mais nous, là, ce qu'on nous a demandé, c'est, voilà, il y a un curage qui est fait, et vous êtes là pour récupérer des infos si vous pouvez. Donc, comme je vous disais, nous, quand on trouve un site, on l'observe sur 20 cm de large, juste en coupe sur le bord on n'a pas le droit de creuser, en fait. Désolé, mais moi, j'aimerais bien. Hein. Mais voilà, on n'a pas le droit. Oui, c'est au sujet des mortas, du coup, donc c'est des chênes. Est-ce que vous avez déterminé les espèces de chênes? Est-ce que c'est les mêmes espèces qu'on retrouve aujourd'hui ou alors c'est d'autres espèces qui pour l'instant non, mais on va le faire parce que justement on va, je vous ai parlé de l'ADN tout à l'heure, et on va suivre aussi particulièrement les espèces végétales arborées. Donc le chêne, on aura en fait un suivi dans le temps de qu'est-ce qu'on avait comme chêne, mais avec le traceur génétique en fait associé. Donc pour l'instant, je peux pas répondre à votre question, mais on a mis en œuvre en fait la méthode et la grille d'analyse qui va nous permettre de répondre à votre question. Question là au milieu. Oui, bonsoir, merci pour la conférence. En fait, j'avais deux questions. Vous avez parlé de base de données Ishtar sur votre téléphone. Est-ce que nous, on aurait accès, alors vous parlez d'un projet sur plusieurs années, enfin, quand et qu'est-ce qu'on pourrait au fur et à mesure découvrir, etc. Ah oui. Et puis la deuxième question, c'est, j'ai pas très bien compris, à un moment vous avez dit au nord on creuse à 2 mètres et au sud on creuse à 1 mètre, j'ai pas compris pourquoi. Je vais vous montrer, je vais revenir très très vite. Non, mais là ça suffit. Voilà. Ça c'est, là on est à l'époque, donc on dit, voilà, néolithique en gros, d'accord. Donc là on a la Loire, et puis là on s'éloigne de la Loire. Donc en fait on a eu plus de dépôts d'argile bleue, de vase en fait ici que là-bas, parce qu'on est plus loin en fait de l'apport. Donc en fait vous avez le sommet des argiles bleues en Brière, ça fait une pente. Alors attention, hein. Là il y a des kilomètres, hein. Ça fait 1 mètre de différence sur plusieurs kilomètres. C'est rien du tout. Mais malgré tout, c'est significatif parce que du coup, ici, vous êtes plutôt en gros autour des 2 mètres de tourbe, et quand vous êtes ici, vous êtes à 1 mètre de tourbe. Ça va? Et sinon, pour répondre à votre question concernant votre première question, elle était sur la mise à disposition des données liées à notre programme de recherche, globalement. C'est ça, hein. Voilà, alors nous, de toute façon, alors ça, c'est un vaste sujet. D'accord. Mais nous, de toute façon, toutes les données qu'on collecte, après, elles sont déjà disponibles dans les rapports. Les rapports sont des documents publics qui sont disponibles. Tous les rapports qu'on fait chaque année. Si ça vous intéresse, je pense que j'ai dû laisser mon mail quelque part. Oui, voilà. Vous m'envoyez un mail, et moi, je vous enverrai un lien, et vous pouvez récupérer... Alors après, c'est pas de la poésie, hein. Mais... sinon, vous attendez un peu et on va essayer de faire de toute façon, on essaiera de faire un bouquin de synthèse avec le parc et tout ça, avec quelque chose de plus lisible en fait. Parce que nous, c'est un rapport très technique, donc il y a vraiment des pages et des pages de description, de machin, de données. Mais de toute façon, nous toutes les données, in fine, elles seront accessibles. Après, elles ne le sont pas actuellement, parce qu'on les met en forme, etc. Et après, par contre, si vous avez des questions précises, vous pouvez toujours me contacter, et si je peux vous répondre, je vous répondrai. Voilà. Une dernière après, parce qu'il commence à être... Merci pour la conférence. Concernant les mégalithes, est-ce que vous avez des éléments sur les individus qui les ont construits? Parce que j'ai cru comprendre que c'était pas les Celtes. Ah non, non, non. Oui, en fait... Alors, les mégalithes, globalement, parce qu'en fait...
c'est un vaste sujet. Florian Cousseau, qui est à Durham en ce moment en Angleterre, il s'occupe d'un programme de recherche au niveau européen sur la datation des mégalithes. Parce que c'est une vraie question. D'accord ? Ce qu'on sait actuellement, c'est que la plupart des mégalithes, ils sont construits plutôt dans la fin du néolithique. Mais après, il y a certains endroits où il y en a beaucoup qui sont construits à l'âge du bronze, donc plutôt autour de 2000 à 1000 avant Jésus-Christ, notamment en Corse, par exemple. Vous avez énormément de mégalithes en Corse. C'est pas exactement les mêmes qu'ici, hein. Souvent, ils sont sculptés un peu, où il y a des formes dessus. Mais eux, c'est plus tard. Quand vous êtes dans le sud du Massif central aussi, il y a pas mal de choses à l'âge du bronze. Donc, chez nous, c'est plutôt à la fin du néolithique. D'accord ? Donc, avant l'arrivée de la métallurgie du bronze, donc on va dire avant 2000, avant Jésus-Christ. Et c'est vraiment la grande période du mégalithisme, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas avant. À 4500 avant, on en a. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas après. On a, par exemple, on a déjà pu mettre en évidence des menhirs romains. À coup sûr, c'est un Romain, il a levé un caillou, ça devait lui servir de borne, ou il l'avait pas en rouge, il trouvait ça rigolo, j'en sais rien. Mais voilà, et nous maintenant on a un menhir et on l'a daté, il n'y a aucun doute, il a été levé par un Romain ou un Gallo-Romain. Et ça, peut-être, on peut avoir la même chose au Moyen-Âge, hein, j'en sais rien. Il y a encore des gens aujourd'hui, ils posent des menhirs dans leur jardin, donc... Non mais, faut voir que moi ça m'est déjà arrivé en fouille de trouver dans une cave d'un gallo-romain une collection de haches polies néolithiques. Parce que les gens, de tout temps, ils ont trouvé ça intéressant et ça en faisait pas une cave néolithique. Voilà. Donc ça pour dire que là c'est un sujet compliqué. C'est plus facile quand on a les tombes, parce que les tombes, souvent il y a des trucs dedans. Alors la plupart ont été vraiment pillés depuis longtemps, mais hélas. Mais malgré tout, on a des informations, on trouve des objets, on arrive à avoir des idées de datation. Mais souvent, même ces tombes-là, elles sont utilisées pendant des millénaires. Elles sont d'abord construites pour quelqu'un, après réutilisées pour quelqu'un d'autre, réadaptées. Parfois, elles sont utilisées au départ pour une seule personne, après, elles sont utilisées pour des tombes collectives où les choses s'empilent. Enfin, tout ça, c'est compliqué. Ça a des usages dans le temps qui sont complexes. Mais pour revenir à ma réponse simple de départ, majoritairement, fin du néolithique. Le mégalithisme dans l'ouest de la France. Voilà. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci. Merci Yann pour ta pédagogie. Merci à tous d'être venus et pour votre participation et pour ces échanges. On vous donne rendez-vous demain au bord du Brivet pour la fête de l'eau. Et n'hésitez pas à venir vous renseigner auprès des différents stands et à participer aux animations qui sont organisées.